On est à côté. Ça commence à tourner là. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc je suis avec madame, je suis avec Catwoman. Vas-y, dis bonjour. Qu'est-ce que tu branles? Bonjour à tous, aujourd'hui je suis parmi vous, j'ai été invitée sur le podcast de Benjamin, donc voilà. J'ai répondu présente. Du coup le titre, alors du coup on a fait une petite trame de quoi on va parler aujourd'hui. Alors le parcours du salarié qui devient entrepreneur à succès, voilà c'est un peu notre parcours. Rapproche-toi de moi, je vais pas te manger, t'inquiète pas. C'est simplement que comme on n'a qu'un seul micro. Bon voilà, alors du coup on va vous parler de notre parcours. Je pense que c'est un parcours qui est intéressant parce que c'est un parcours qui s'est fait en couple. C'est un parcours qui s'est fait hormis le couple. Vu que ma femme c'est aussi ma meilleure amie. Mais arrête de rigoler. Non mais en fait je t'enlève du podcast. Non mais je rigole de la blague d'avant parce qu'on a fait une blague, on a rigolé, d'un coup t'as allumé le micro mais je suis pas descendu, tu vois, en pression. Ce que tu vas faire sinon tu vas empêcher que le téléphone se déverrouille. Ça t'y arrive ou pas? Ça va? C'est bon. Ouais. C'est bon. Femme qui rit, vous savez ce qu'on dit, hein. Donc, du coup, voilà, on va vous parler d'un parcours qui s'est fait en couple, un parcours qui s'est fait, je disais, comme ma femme, c'est aussi ma meilleure amie, ma confidente, etc. C'est un parcours qui s'est fait en équipe. En plus, on a des enfants ensemble, donc tous nos centres d'intérêt, tous nos intérêts se croisent. Donc voilà, on est partis ensemble. Elle m'a connu complètement à la ramasse. On va parler de tout ça. On va parler de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le but, c'est pas juste de raconter notre vie. Le but, c'est de vous inspirer et on a essayé de tourner, de donner différents points pour que vous puissiez en fait savoir ce qui s'est passé dans notre life jusqu'à en arriver là. Donc la finalité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est riche. Voilà. Alors, pour certains, c'est un gros mot. Ma femme, elle aime pas du tout quand je parle comme ça. Elle trouve que ça fait gros bof. Mais quand je dis riche, c'est juste qu'il faut pas qu'on ait peur de dire ce mot. Et on l'est depuis bien longtemps. T'es pas d'accord avec moi si on prend les statistiques? Oui, bien sûr, oui. Voilà. Donc, si je te dis, parce que des fois, ma femme, elle est assez classique, on va dire. Enfin, beaucoup plus que moi. Et elle aime pas tout ce qui est machin, show-off, machin. Parce que c'est une vraie bourgeoise. Donc, finalement, les vraies bourgeoises n'aiment pas ça. Mais alors ma chérie, être riche c'est gagner plus de 5 000 € par mois. Ça fait un moment qu'on a passé le cap, tu vois. C'est pour ça que je me permets de le dire. Voilà, et on va vous donner, ça va être la finalité, on va vous expliquer ce qui s'est passé entre temps. On s'en fout du bruit, t'inquiète pas, ça me dérange pas. C'est juste qu'ils bossent. Voilà, donc, première étape, description de notre vie de merde d'avant. C'est le premier point sur la feuille. C'est le premier point. Ouais. Description de notre vie dégueulasse, pourri dans la rat race à tous les deux. On a eu vraiment des parcours de vie c'était très dur, je pense un peu comme vous, mais on va vous raconter le nôtre et je laisse ma femme commencer. C'est parti. C'est surtout, je pense, vie de merde. J'entends par vie de merde, c'est plutôt vie pas choisie, en fait, vie par défaut. C'est comme ça que moi je le vivais enfin, quand j'ai le recul maintenant de le dire. C'est pas vraiment par rapport aux tâches qu'on faisait, parce que les tâches qu'on faisait peuvent convenir à quelqu'un d'autre, mais c'est surtout d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, de subir complètement sa vie, sa journée, de ne pas avoir de prise sur ton avenir, sur tes projets. Et te dire qu'en gros, tout ce que tu veux atteindre, t'as beau faire les calculs sur ta feuille. Moi, j'essaie de faire le calcul. Alors, si j'économise ça, si je fais ci, si je fais ça, est-ce que je vais pouvoir obtenir un appart, un truc? Mais dans tous les sens, par rapport au projet que j'avais, je pouvais mettre ma situation actuelle. Je ne voyais pas la finalité. Donc c'est là où j'ai commencé à me poser la question, de me dire non mais je ne peux pas rester ainsi. Et j'ai eu un déclic vraiment quand j'étais jeune, où je rentrais d'une journée on verra après pour les déclics. Ah d'accord, ouais, okay, pardon. Du coup décris un peu, oui, tu viens de qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents, sans rentrer dans les détails, mais explique un peu mes parents, ils étaient tous les deux ouvriers, et donc moi je pense que j'étais... toi c'est vraiment stéréotype parce que tes deux parents sont à l'usine. Oui. Genre vraiment ouvriers d'usine, quoi. Oui, donc c'est vrai que je les ai toujours vus se plaindre de leur travail, subir leur vie, compter, être dans des situations financières... où ils étaient toujours vivre à râler pâquerette, etc., être dans la restriction, etc., comme beaucoup de familles. Et c'est vrai que moi je souffrais déjà de ça, parce qu'en fait je me suis dit, mais par rapport à toute l'ambition que j'ai, du coup comment je vais faire
parce que moi je ne veux pas me contenter de ça. Eux, je voyais qu'ils se contentaient quand même de leur vie en se plaignant, mais ils n'avaient pas envie de changer. Tiens juste le micro, je vais m'occuper du verrouillage du téléphone, okay. Ça me gave. Vas-y, continue. Et je voyais qu'ils n'avaient pas envie de changer, mais moi ce qui m'inquiétait c'est que j'avais pas envie de mener cette vie-là. Par contre, par rapport aux cartes que j'avais dans les mains, je me disais vraiment comment je vais faire. Donc, c'était quoi tes rêves de petite fille quand tu étais enfant et adolescente? Avoir une maison, pouvoir faire les courses sans regarder le prix, parce que ça c'était quelque chose, je sais que je mangeais par rapport au prix des choses, pas par rapport à ce que j'avais envie. Ça c'était voilà, ne serait-ce que juste avoir des habits décents, enfin en fait je voulais des choses de base parce que toi t'as toujours aimé la mode et tout en plus, donc tu dois avoir des frustrations. Oui, la mode, mais même, ne serait-ce que l'alimentation, je me disais même pouvoir utiliser juste l'électricité comme je le veux, pas tout le temps devoir éteindre la lumière. Enfin, on était vraiment à ce stade de regarder l'argent comme beaucoup de foyers, mais c'est vrai que... Et elle était où ta chambre? Je n'avais pas de chambre. J'ai eu une chambre très tard. J'ai eu une chambre vers 14 ans. Au début, je dormais dans la salle à manger. Donc voilà, ma maison était configurée comme ça. Donc c'est vrai que mon imaginaire avait place à beaucoup de rêves du coup, parce que je manquais de beaucoup de choses qui étaient essentielles pour moi. Je dis pas que j'étais du tout malheureuse, parce que j'ai quand même eu une famille, j'avais de l'amour, etc. Donc les bases, je les avais. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de matériel, mon imagination pouvait complètement pouvait aller n'importe où, parce que j'avais rien. Donc c'est vrai que j'avais envie de tout, en fait, j'avais envie juste de tout. J'avais envie d'une pièce supplémentaire, enfin bref, j'avais vraiment envie de tout. Mais les choses vraiment qui m'ont marqué dans un premier temps, voilà, c'était cette histoire déjà de pouvoir juste acheter des courses, aller faire les magasins sans que ce soit de suite, il faut regarder le prix, etc. Et après, le rêve absolu, c'était voyager, avoir une maison, etc. Ça, c'était des choses vraiment cruciales pour moi. Je continue là-dedans. Oui, continue. Parle du coup, tu faisais quoi? 2 secondes, mais on s'en fout, parle. Même ça me dérange quand tu fais ça à côté. côté. Oui, non, mais je cherche à pas le mettre en veille, parce que le téléphone, il se met en veille, ça me gonfle. Ah, d'accord. Et du coup... On verra quand on aura besoin. Hello. Donc voilà, ensuite. Et du coup... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, ma scolarité, c'était pareil. C'était, je me disais, de toute façon, quoi que je fasse comme métier, quand je voyais les salaires qu'avaient les gens autour de moi, etc., je me suis dit que j'allais pouvoir jamais arriver à mes fins. Donc c'est vrai que je me sentais un peu dans un étau. Et puis je demandais conseil à mes parents à cette époque. Et c'est vrai que... Et ça se passait comment dans ton collège ou lycée? Oui, ça se passait. C'est juste, je voyais pas mon avenir par rapport à tout ce qu'on proposait, que ce soit dans les filières générales ou les filières professionnelles. J'arrivais pas à me projeter. C'était surtout par rapport au cadre de vie que tel ou tel domaine allait pouvoir m'apporter. Puis ton collège, il était dangereux aussi pour une fille, c'est pas agréable. Oui, c'était dans des zones pas terribles. Donc, grandir dans ces conditions. Oui. C'est vrai que ça donnait pas envie de... Attends 2 secondes. Mais c'est pas grave, on s'en branle. Ils entendent même pas avec le micro. C'est moi que ça me gêne pour pas perdre le fil de ce que je dis. Je te dis, c'est des bourrins. Non, mais juste pour pas perdre le fil de ce que je dis. Ouais. Et oui, non, enfin, j'étais dans un... C'était très négatif, ouais. C'était chiant. T'avais pas envie... Il n'y avait pas de place au rêve, il n'y avait pas de place à l'entrée. Pour vous dire, dans son collège, il y avait des portiques de sécurité, donc pour vérifier que les gens ne rentrent pas avec des armes et tout. La dinguerie. Alors, c'était pas toute l'année, mais c'est vrai que il y a eu une période où, oui, enfin voilà, c'était tendu, quoi. On pensait pas du tout à la créativité, à devenir entrepreneur, etc. On pensait juste à pas se faire déjà planter, c'était déjà pas mal. On pensait. En fait, c'est drôle parce qu'avec ma femme, alors on n'a pas grandi ensemble. Mais on a vraiment les mêmes on a vécu les mêmes choses, et sauf que moi j'étais plus de l'autre côté, elle c'était une fille, donc voilà, mais et c'est là où on s'est retrouvés, et en fait le truc c'est qu'il y avait
pas de ce qu'on parle, il n'y avait pas d'espoir. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'on n'avait pas d'entrepreneurs autour de nous, on vient vraiment du milieu. Mais je savais même pas ce que ça veut dire entrepreneur. Pour moi, c'était l'ouvrier, le patron ou le directeur. Le patron. Ouais, le patron, il a dit que c'était le chef ou quoi, mais le chef, il veut bien qu'on fasse ça. Voilà. Et entrepreneur, je savais pas ce que c'était. J'ai appris ça vraiment très très tard, je pense. J'étais majeur quand j'ai appris ça. Et oui, grave. Et donc là, on vous parle un peu des débuts, parce que je pense que en fait, vous pouvez beaucoup vous reconnaître. On partage notre histoire par rapport à ça, parce que nous, en fait, si tu veux, les mêmes trucs, on a les mêmes délires. On se dit, ah, t'as vu, quand t'étais jeune, il se passait ça. Et je suppose que pour ceux qui écoutent, pour beaucoup, si vous êtes de la classe ouvrière, vous comprenez exactement de quoi on parle. Et en fait, le point sur lequel je voulais... Oui, il n'y avait pas d'entrepreneur, il n'y avait pas d'espoir. Et je me souviens que nous, notre objectif ultime, en tout cas pour moi, toi tu diras... voilà, moi c'était genre si je gagnais 2000 € avec un CDI... Genre le mec il gagnait 2000 €, il était frais, tu sais. Il pouvait acheter la 206-9. Il pouvait avoir le crédit direct. Il pouvait avoir le crédit pour le studio. Il pouvait aller au restaurant une fois par semaine. Il pouvait aller au restaurant une fois par semaine, manger des gnocchis al pesto. Non mais tu vois où va le délire? Ah mais là les gars, on se remémore ça, mais vous voyez comment on vit aujourd'hui. Enfin, c'est complètement différent. Et ça s'est fait graduellement, et c'est ces étapes-là dont on va vous parler dans cette capsule. Voilà, ensuite... vient du coup après l'école les parents qui disent tu dois aller travailler, il faut aller travailler, mais on se sentait mal, enfin si tu vois, on sentait que c'était bizarre comme sensation, on n'était pas fait pour ça quoi. Vas-y, je t'écoute. Ouais, ben moi, tu l'offre. peux décrire un peu la rat race. Non, mais l'offre sur le papier, en fait, j'arrivais pas à comprendre parce que du coup, moi, j'ai commencé à faire des stages et compagnie. Bon, bien sûr, stage, t'es payé, t'es au lance-pierre, quoi, comme au tiers-monde, t'es payé. Enfin, c'était abusé. Mais en fait, j'arrivais pas à m'investir corps et âme dans un milieu parce que je comprenais pas sur quoi ça débouchait. Quand je faisais ces fameux calculs, je me disais, mais de toute façon, je ne vais pas pouvoir me payer ni un logement, ni une voiture, ni si je veux une famille. Pile poil pour survivre. Non, mais même pas. J'étais hors frais, quoi. Ça allait pas. Il fallait qu'il y en ait un dans la famille qui mange pas, quoi, pour être dans les frais où, tu vois, il fallait pas. Enfin, ça n'allait pas. Donc, c'est vrai que j'ai cherché pas mal de choses. Après, je me suis orientée, sans vous donner de détails, vers une carrière, du coup, qui me touchait plus au niveau de ce que j'allais apporter aux autres, etc. Donc j'ai commencé une carrière, on va dire, dans le médical où là vraiment je servais à quelque chose, etc., etc. Mais le problème c'était que par rapport à mes rêves de liberté, de grandeur, de fait de prospérer et même de pouvoir ensuite créer des choses pour redistribuer, ce n'était pas possible. Et vu que justement en plus ce côté aussi où moi j'ai toujours voulu faire les choses aussi pour ensuite pouvoir créer des choses pour justement faire partager ce que j'ai là, je ne pouvais pas partager le fait de n'avoir rien. Donc j'ai pendant plusieurs années travaillé en tant que salarié avec des horaires atroces, etc. Des horaires pas faciles. Je travaillais de nuit, etc. Donc des trucs vraiment pas agréables. Et puis aussi, tu pouvais pas réfléchir parce que quand t'as la tête dans le guidon comme ça, tu peux vraiment pas réfléchir. Mais qu'est-ce que ça détaille un peu? Qu'est-ce que ça a provoqué dans ta vie globalement, dans ton équilibre de travailler la nuit? Ah bon, des problèmes de santé, le moral, etc. Enfin, c'est ça que je raconte, ouais. Voilà, le problème de la nuit c'est particulier parce que je pense que j'ai travaillé le jour, j'aurais pas eu ça. Mais vraiment, ça m'a fait des problèmes de santé. Où à un moment donné, c'est ça qui a fait que j'ai dû arrêter. Mais moi, mon travail, c'était un peu obligatoire de travailler la nuit, donc en fait, il fallait vraiment que je change complètement de voie. Mais c'est intéressant ce que tu disais, le côté pardon, t'as mal au dos? Ouais, un peu, ouais. Le côté en fait t'as la tête dans le guidon, donc du coup en fait c'est une vraie roue dans laquelle tu as du mal à sortir parce que si tu vas pas au travail tu payes pas le loyer, etc. et si tu dois aller au travail tu peux pas réfléchir à gagner plus pour avoir un plus gros train de vie. C'est ça. Mais la chance que j'ai explique ça, que t'avais commencé à le développer. Oui, je n'arrivais pas à trouver de porte de sortie parce que je n'avais pas le temps de réfléchir, parce que le peu de jours que tu as de repos, tu essayes de profiter entre guillemets avec les 20 balles que tu as sur ton compte et la petite liberté que tu as.
Et en fait, vu qu'aussi j'étais dans un travail très physique, etc., c'était difficile pour moi de récupérer parce qu'en fait, tes jours de repos, tu récupères pour pouvoir réenchaîner pendant que tu es au travail. Donc en fait, c'était un cercle où tu n'arrives pas du tout à t'en sortir. Mais on va dire la chance que j'ai, c'est que je me suis réveillée jeune, j'avais pas encore d'enfants, etc. Donc je pense que c'est possible de se réveiller à tous les âges. Mais le fait quand même que je n'ai pas eu d'enfants, j'étais moins dans des préoccupations peut-être de survie de ma famille où je me suis dit, bon, même je vais prendre un risque à essayer de changer quelque chose, mais c'était un risque, on va dire, mesuré. Je trouve ça très courageux, les gens qui arrivent à changer de voie quand ils ont déjà les enfants, etc. Donc, par contre, j'étais plus en capacité ensuite de continuer parce que j'avais plus le moral par rapport à ce que je faisais, je voyais plus l'avenir et j'avais tellement de rêves de liberté. Je pense que ce qui me faisait le plus mal, c'est de me dire que si je veux survivre, je dois renoncer à ma liberté parce qu'en fait, la liberté, sinon, quand on n'a pas de connaissances et qu'on n'est pas entrepreneur, c'est quoi? C'est vaquer toute la journée dehors, je sais pas, en faisant la manche. Ouais, la liberté, c'est la... Ouais. C'est quoi, sinon tu fais c'est quoi? la post-clope, la liberté. Non, voilà, non, mais du coup, t'as plus de... Ouais. Enfin, si t'arrêtes d'être salarié pour du rien, tu deviens quoi après Ouais, mais moi, je suis désolé, mais je trouve que le clodo qui descend dans le sud, le mec est plus libre qu'un daron qui est complètement sous pression, etc., qui prend des kilos... oui, c'est pas les mêmes choix de vie, effectivement, mais c'est vrai que j'en étais pas. Une maman qui bosse, qui va chercher les gamins, qui fait les lessives, une maman qui fait tout. Ah oui, non, mais non, c'est fait avoir, mais la meuf, elle est plus heureuse clodo dans le sud, ouais. Tu vois. De temps en temps, elle prend 10 balles dans un pot, dans un gobelet en plastique. Elle est plus libre, tu vois ce que je veux dire? Non, voilà. Je suis pas entièrement d'accord, mais je vois ce que tu veux dire, la métaphore. Je vois la métaphore. Ouais, je veux dire. Mais en tout cas, c'est vrai que ça dépend des personnalités, mais moi je sais que la rat race, je préfère être clochard. Et quand t'es clochard, t'as le temps de réfléchir, il te vient une idée. Si tu passes pas ta journée à te boire des canettes de bière pas chères et à te bourrer la gueule, à sniffer de la colle, si tu passes pas ta journée à prendre du crack, normalement t'arrives à réfléchir, tu vois. C'est sûr. Et finalement, tu peux pas rester clochard trop longtemps. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, donc du coup, maintenant, je vais vous parler d'un peu de mon parcours rapidos, même si j'en ai déjà parlé, mais puisqu'elle a parlé de son taf, je vais vous parler un peu de mon parcours. Si vous aimez ce genre de capsule, si vous aimez ce genre de contenu, mettez un like, mettez-le en commentaire, qu'on puisse le reproduire. Je trouve ça intéressant. Sincèrement, c'est pas parce que c'est ma femme, mais j'ai toujours des discussions extrêmement intéressantes avec elle. C'est la personne avec qui je discute le mieux. Donc on en ressort toujours tous les deux inspirés, avec des nouvelles idées. Des fois, quand ça a été dur dans notre vie, on s'est toujours serré les coudes. Donc on a toujours su passer par-dessus nos différents problèmes. Donc je trouve que c'est intéressant de vous faire participer dans un aspect de notre vie qui est la réussite, l'entrepreneuriat. Voilà. Alors moi, pour parler de la partie travail, sans parler des milliards d'entreprises que j'ai essayé de monter depuis que j'ai 14 ans, des milliards de petits business que j'ai essayé de faire, etc. Si on parle juste du côté salariat, ben moi c'est pareil, j'allais travailler à contre-cœur, vraiment avec un calibre sur la tempe, quoi. J'avais pas le choix, quoi. Je veux dire, si je voulais me faire 3 billes sans comment dire, voilà, quand je voulais faire quelques écus, j'avais pas le choix, fallait que j'aille charbonner, mais pour moi c'était une torture mentale, c'était vraiment une torture mentale. Ça me rendait aigri. J'ai toujours été un mec toujours un peu fun, avec toujours avec mes amis, machin. Mais dès que j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail, j'ai vite senti mon cœur, il s'est fermé, tous mes chakras ils sont fermés, et je me suis dit je peux pas passer la journée à ranger des putains de cartons. À la fin on mettait des coups de poing dans les cartons, on s'amusait à boxer les cartons, enfin on faisait n'importe quoi parce que on était comme des rats enfermés, des lions enfermés, on devenait fous. Je me rappelle que voilà, j'étais à 100 € près. Quand j'avais 500 € de côté sur mon compte, mon gars, mais j'étais comme un fou, je sais pas toi. Mais moi j'ai pas réussi avant longtemps à avoir 500 € de côté, enfin c'est vrai. Ouais. Toi en plus t'as acheté des talons, des trucs comme ça. Bah oui, pour te plaire. Ouais, non, mais quand t'étais pas avec moi, c'était pas pour me plaire. Arrête ton cinéma. Oui, le cinéma. Bref. Ouais. Donc voilà, une nana, ben c'est normal, elle rêvait de mode, de machin, de la... J'ai dit de liberté et tout, arrête de dire de non, mode. mais alors, mais faut dire, moi j'ai pas de tabou avec, tu vois, j'aime pas les gens qui disent oui c'est que pour la liberté, non c'est pour la thune, le fric, le flouze, pour aller s'acheter des trucs, mais tu vois, une fois que t'as fait les sacs à main... Ça passe vite ça. Ça passe vite. Ouais.
Tu vois, passe vite. ça veut dire que ma femme, c'est une meuf, je l'emmène chez Louis Vuitton, machin, elle s'en bat les couilles, tu vois. Elle préfère que je lui passe voilà, enfin, je sais pas, elle préfère avoir une plus grande maison ou avoir... c'est vrai que ça passe vite, mais c'est indéniable. Si on a des gens de la vingtaine, etc. Moi, je rêvais d'avoir des Lamborghini, des 4x4, tu vois, Range Rover, j'ai toujours rêvé. Oui, bien sûr. Ouais, j'en ai toujours rêvé. Depuis tout jeune, j'ai toujours rêvé d'un Range Rover. Pourquoi ? Parce que le Range Rover, c'est un peu militaire, c'est un peu protection de la famille. Mais ça a une utilité, c'est pour ça que je trouve que c'est plus... Oui, ça a une utilité. Moi, j'aime les choses utiles. Chères, mais utiles. Et d'ailleurs, c'est vrai que... Les vêtements, je trouve pas ça vraiment utile. C'est vrai que je suis pas... Toutes les montres que j'ai achetées, c'est un peu pour le regard des autres. Si on regarde bien, pour dire, ok, je peux me faire des grosses montres. Quand tu me vois. Mais en vrai, de vrai, le plaisir, j'en ai rien à branler des montres. Je vois des mecs qui regardent les mécanismes et tout, je m'en tape royalement des mécanismes des montres, etc. Mais voilà, bon. Mais c'est vrai que les voitures, c'est intéressant. Quand t'es avec tes 2 enfants, que t'as un énorme range, que voilà, bref. Donc voilà un peu quelle a été... voilà, alors moi, je viens de parents immigrés, non seulement et salariés de la classe ouvrière, mais immigrés, c'est-à-dire que mes parents sont la première génération à être arrivés en France. Comme je dis toujours, ça a évolué depuis, mais je te donne des exemples, parce que comme ça, vous avez des moyens de comparaison. Mon père savait pas écrire vraiment, je crois qu'il sait toujours pas, je sais pas. Il s'est amélioré là. Il s'est amélioré, mais je veux dire, mon daron, il sait pas écrire, tu vois, t'imagines. Voilà. C'était pas... À son époque, c'était pas la priorité, quoi. C'était la survie, quoi, tu vois, ils pensaient pas écrire. Vu les métiers qu'il a fait, il y avait pas besoin, tu vois. Oui, mais, voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà. Même si c'est un homme très intelligent, je trouve que c'est un homme extrêmement intelligent, mais c'est pas parce qu'il savait pas écrire que c'était quelqu'un de bête, c'est pas ça, il s'en est sorti quand même. Mais voilà, ma mère confondait la et le, une et un. Ma mère, elle était immigrée, elle était à la DAS. Voilà. Alors un jour, je ferai une interview avec ma mère parce qu'elle a une histoire intéressante. Donc ma mère était à la DAS, c'est-à-dire qu'elle était en France à la DAS, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc vous voyez d'où ça part. Ça part vraiment de là. C'est-à-dire que pour nous, déjà avoir des parents qui n'étaient pas violents, alcooliques, ou qui partaient pas en couille, qui n'étaient pas au bar toute la journée, c'était déjà une fierté. C'est pour ça qu'on de tous les deux, je pense qu'on est très fiers de nos parents. Ouais. Et on trouve qu'ils ont des histoires touchantes, parce que c'est des petits gars qui se sont démerdés. Voilà, quand on voit nous l'argent qu'on a fait derrière, c'est complètement disproportionné par rapport à... Mais on a gardé les mêmes valeurs, et je pense que ça s'en ressent sur ma chaîne ou dans ma façon de travailler ou de vivre. Mais en tout cas, ils nous ont transmis le plus important. En tout cas. Ils nous ont transmis le plus important, bien sûr. En tout cas, ils nous ont pas transmis, pardon, comment est-ce qu'on fait de la thune. Non. Ça, ils pouvaient pas nous le transmettre. Vraiment, parce qu'ils n'avaient pas du tout les capacités. Ils n'avaient pas aussi, pour leur gouverne, ils n'avaient pas les livres qu'on a nous. Ils n'avaient pas YouTube. Ouais, ils n'avaient pas d'infos. d'Internet. Ouais. Eux, ils n'avaient pas d'infos. Ouais. Ils n'avaient rien. Tu prends... Mais genre, je sais pas, ton père, il a investi... Personne n'a investi nulle part. Si vous voyez son daron, c'est ça qu'on rigole. Non, mais voilà, mais par contre, c'est des bonhommes que j'adore. Moi, son père, j'ai la chance... Le père de ma femme, je l'adore, c'est mon... Non, mais ils ont des qualités humaines qui... Enfin, mais c'est deux choses différentes. Non, voilà, c'est deux choses différentes. Exactement. De toute façon, mais non, c'est des gens exceptionnels, mais ils n'avaient pas du tout la fibre si on parle business, ils n'étaient pas capables de nous aider. Ouais. Ma femme et moi, c'est drôle parce qu'on était dans les mêmes positions et on était des ovnis pour eux. C'est-à-dire qu'on parlait, je vais monter un business, tu vois les darons, les yeux écarquillés, en mode ouais, écoute, on est avec toi, mais genre vraiment, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir sur la Lune, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, c'était pas ça. Ouais, c'est ça. C'était il va aller sur la Lune, le petit, qu'est-ce qu'il veut faire, quoi ? Il veut devenir le patron. Non, mais c'est ça, tu vois, c'était déjà audacieux de dire je veux devenir le patron. C'est ça. C'était déjà genre exceptionnel. À notre époque, c'était déjà exceptionnel. De dire à tes parents je veux monter ma propre affaire. C'est waouh, mais attends, t'es sûr de toi là, mec ? Ouais, non, moi ils se sont pas posé de questions parce qu'ils pensaient pas que j'allais le faire. Donc moi ils se sont pas du tout impliqués, ils m'ont même pas donné leur avis, ni soutenu ni pas soutenu, mais c'était un petit loisir, je sais pas ce qu'il faut faire là. C'est des merdes, ok. Maintenant, bon, on pourrait en parler des heures, tout ça, et on pourrait vous faire kiffer parce que je peux vous dire qu'il y en a des choses à dire, mais on va quand même garder la structure de la vidéo. Ouais, en plus c'est mon premier podcast, un peu. Enfin, ça fait longtemps que je suis pas, je me censure un peu. Après, je me détendrai peut-être dans les prochains. Je vais voir comment vous réagissez. Après, je passerai la deuxième. Ouais, non, elle dit ça. C'est quand elle va pas se censurer, elle va dire putain. Pour elle, c'est comme si elle avait tiré sur quelqu'un. Ouais. C'est comme si elle avait fait un go face, quoi. Elle va dire putain, prout et voilà. Putain. Oh les gars, j'ai mal au poumon depuis combien ? 3 semaines.
Ça va passer. Ça fait 3 semaines. Il faudrait pas que je fume aussi, ça aiderait à que ça passe. Alors je fume pas, parce que qu'est-ce que je dis? J'ai dit que je fumais. Je fume des chichas, des cigares. C'est ça, hein. Ah, je fume pas la clope, parce que pour moi, ce serait voilà, j'aime pas du tout l'image que ça renvoie. Donc ouais, voilà, bref. Donc du coup maintenant, ma petite chérie, est-ce que tu peux nous parler des déclics? Donc là, on est dans cette période, quels sont les déclics? Ne me dis pas comment tu as réussi, parce que ça viendra après et tout, mais quels ont été les déclics? C'est quoi les trucs où tu te disais là, stop parce que... C'est toujours après une fameuse journée de travail où je regarde les gens autour de moi, j'ai l'impression d'être dissociée. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal tenu le micro? Non. Je croyais que tu me faisais un signe. Oui, je pars d'une journée... Ils vont me prendre pour un tortionnaire. Ils vont prendre pour ce que tu es. C'est toi la chef, arrête un peu. Après une énième journée de travail où je me sens vraiment dissociée, j'ai l'impression de regarder les gens autour de moi et de me dire mais qu'est-ce que je fous là, c'est ennuyant, c'est pas intéressant, je me fais chier, je suis pas bien payée, c'est fatigant, vraiment c'est déprimant, je me dis je suis jeune, c'est quoi cette vie de merde? Et après tous ces efforts je serais même pas récompensée quoi, je peux toujours rien faire, je peux toujours pas acheter ce que je veux, je peux toujours pas investir. Mais ça, t'en avais conscience que t'étais un rat dans une roue? Oui, j'en ai conscience parce que quand je parle aux autres, en gros, mais venez comment on fait pour se casser de là, il y a personne qui voulait se casser. Personne réagissait, ils réagissent pas. Non. Et en plus vu que je fumais pas, je buvais pas de café, j'allais pas faire les pauses avec eux. Tu sais. Bois pas d'alcool non plus. Oui, mais bon, au travail, on n'est pas censé boire. Je sais pas où t'as travaillé. Moi, c'était juste café clope. Et en fait, vu que je ne sortais pas avec souvent les groupes qui allaient... Et moi, je continuais de travailler. Et en fait, souvent, il y avait des pauses où les gens, ils étaient dehors, ils rigolaient. En fait, je me suis dit, mais eux, ça leur suffit, là. Ils rigolent 2 minutes dans la journée et après, ils repartent, quoi. Mais moi, en fait, ça me déprimait. Ils se font remonter le dos, là, comme les jouets. Tu sais, tu tournes la truc dans le dos et ça repart. C'est ça. Et du coup, c'était une journée un peu une grosse déprime parce que j'arrivais pas à avoir... J'étais jeune, je devais avoir... C'est quoi, t'as une journée type? T'as eu un... Oui, il y avait des événements vraiment... La goutte d'eau, genre la goutte d'eau. Ouais, où il y a un mini-chef en plus qui m'avait mal parlé alors que... Un mini-chef? Oui, mais il y a toujours un mini-chef dans le secteur qui m'avait mal parlé alors que je peux vous dire que je travaillais avec sérieux, assiduité, je mettais le cœur, je faisais tout ce qu'il fallait faire. Mais toi, tu fais même plus. Oui, non, mais moi, je voulais même, j'essayais de manager l'équipe, j'ai dit, venez, on va faire ça, on va faire plus fort, le service va être meilleur et tout. Mais je faisais ça juste pour pas m'ennuyer. En fait, j'essayais de bien faire. En fait, je faisais des trucs pour un peu donner de l'intérêt à mon travail en essayant de moi manager les autres alors que je n'avais pas de statut particulier, mais juste pour rendre le travail intéressant. Et en fait, il y a personne qui me suivait. On me disait juste, mais attends, mais t'es payé pareil si tu fais plus ou pas ou moins, tu t'es payé pareil. Qu'est-ce que tu te fais chier? Donc en fait, j'avais un discours comme ça de gens qui n'avaient pas envie de travailler. Mais toi, t'es la casse-couille. T'aurais travaillé avec moi, je me serais dit, elle me casse les couilles. Ouais, bah oui, je comprends. Moi, j'étais le mec qui essayait de gratter au max, de s'allonger. Moi j'étais avec une équipe de gens comme toi. Ouais, on fumait des gros joints pendant les pauses. Et moi j'essayais de faire mieux. Moi j'arrêtais pas de travailler comme une dingue parce qu'en fait je voulais combler le fait que ça ne m'intéresse pas en faisant des choses où je me sente fière à la fin de la journée, où j'apporte de la valeur, etc. Mais en fait t'avais déjà des qualités d'entrepreneur. C'est-à-dire que les qualités dont tu parles, aujourd'hui, je pense que je montais des systèmes pour que ça fonctionne mieux, etc. Je voulais aussi un petit peu, je voulais donner des idées au groupe pour qu'on travaille dans de meilleures conditions, mais c'était pas du tout ma posture et tout. Et tout le monde me regardait, et putain, mais qu'est-ce qu'elle nous casse les couilles, celle-là, vas-y. Mais en fait, c'était ma seule façon de pas m'ennuyer au travail. Et en fait, j'ai compris que j'avais juste pas ma place là. Donc effectivement, il y a une fille, je me souviens, une mini-chef qui m'a fait une réflexion. Je pourrais pas répéter, c'est trop, c'est pas possible, je peux pas répéter. Et en fait, là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais en plus, je vais me faire parler comme ça toute ma vie. Et en fait, c'est un truc vraiment, je me suis sentie mal, humiliée. Mais t'as vu, en plus, les mini-chefs, ils ont tellement pas de charisme et tout. Les mini-chefs, ils ont... Tu sais, les managers... J'en ferai de la chair à saucisse. Chef de rayon... tu sais, tout ce qui est mini. Oui, puis cruels, ils sont souvent sans cœur, cruels, ils sont tous sauf capables de manager des êtres humains. C'est des rouleaux compresseurs, quoi. Puis c'est vraiment des mecs qui sont à la base. Ils n'ont pas d'humanité. Même ils viennent des mêmes endroits que nous, ils font partie des. Non, mais ils ont juste le badge, quoi. Ouais, juste ils ont décidé de. Alors c'est à juste titre, t'as le droit de vouloir évoluer dans ta carrière, c'est pas un problème. Et ça doit pas être facile d'être un mini-chef. Je veux dire, mini-chef, en fait, t'as tous tes anciens collègues de travail, genre même tu dois manager tes amis d'enfance et tout. Ils s'en battent les couilles, tu vois, juste ils t'envoient des boules de papier derrière la tête. Non mais moi en plus c'était quelque chose de personnel, c'était pas par rapport à mon travail, la réflexion. Donc en fait je me suis dit en gros là j'ai quelqu'un qui veut moins le bien
que moi dans le service où je suis, Ah et ouais. en plus qui va me... Personnellement, en fait, je suis sous sa tutelle, quoi. Enfin, Ouais. en fait, je peux rien lui dire, sinon je me fais virer. Je me suis dit, Ouais. mais c'est quoi cette vie de merde, quoi, tu vois. Ouais, Et ok. là, en fait, après, la personne, en plus, elle a une emprise sur toi, et quand tu... Enfin, ça allait Ouais. pas du tout... Enfin, bref, Ouais. c'était l'horreur. Donc, Un autre déclic, t'as eu d'autres déclics attends, ou non, pas? mais attends, Ah, pardon. c'est pas... C'est de cette Vas-y, journée-là. je te- Bref, donc du coup, je pars chez moi, je rentre chez moi, et le soir, je passe voir mon père pour... bref, je passe voir mon père, et il me dit la phrase, et c'est cette phrase qui m'a fait vraiment le déclic absolu, mais tu sais, des fois, dans la vie, il faut se forcer. Ouais. Il faut se forcer. Mm. Et en fait, j'ai dit, je ne comprends pas ta phrase, je ne comprends pas. Mais se forcer, je fais, mais je me force jusqu'à où? Jusqu'à quel point, là, je vais me forcer? Je ne me voyais même pas aller un jour de plus au travail, et tu me dis me forcer, mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je meure. Mais dans ces cas, je préfère mourir demain que continuer comme ça, en fait. Alors que ton père, ça partait d'une bonne intention, puisqu'il a que. Comment Mais lui, dire, s'est forcé toute sa vie. Oui, voilà. Mais il a réussi à tenir. c'est par amour qu'il t'a dit ça, ouais. Voilà. Tout à fait, mais en fait il m'a rendu service parce qu'en fait j'ai tellement pas compris ce qu'il voulait me dire et j'ai tellement pas pu me projeter dans son conseil que là je me suis dit non, là j'arrête de suite et en fait j'ai pris mon téléphone. Ah, parce que toi, t'es gentil, mais quand tu veux plus, tu veux plus. Non, en fait, après, je suis pas bien, juste, en fait, après, j'ai démissionné immédiatement et elle m'a dit, faut que tu fasses ta période de préavis Nique ta mère, la de pute, 2 semaines, l'as dit, sinon nique tu vas ta pas être mère. payé. J'ai dit, je ne veux pas être payé, je veux juste pas Mini-chef. revenir. Et je lui ai dit, et même s'il y a des poursuites ou quoi, je poursuivais, enfin, il y a pas ça, je peux faire des papiers, tout ce que mais je remettrai pas les pieds au travail. Voilà. Oh putain. Je remettrai pas les Bordeaux. pieds au travail et en plus de ça, il y avait des conséquences vraiment sur ma santé du fait que je faisais des horaires de fou et tout. Donc Ah, la nuit, c'est chaud, la nuit. c'était un chaud. amas de la santé plus le moral. Bref, ça n'allait pas. Du coup, j'ai dit je ne retourne plus au travail. Et là, bizarrement, un regain d'énergie. Je me suis pas sentie du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit regarde, là, allez, t'as 1000 € sur ton compte. Allez, Let's go, c'est bro. bon. T'as au moins 3 semaines pour te relever. Let's go, bro. Et là, je me suis dit bon, là, Mais c'est bien la guerre, voilà, tu vois. j'ai C'est 1000 mieux que- € devant moi. Ouais, J'ai même, je pense, le Crédit Agricole qui peut me prêter 1000 € de plus. ouais. Avec la carte, c'est un petit Ah, plafond. ouais. Là, j'ai 2000 €. Je réfléchis. Je vais acheter un sac. Non, je trouve trop de trucs à faire. J'achète mon premier Kelly. Non, ouais, mais il faut un peu plus. J'ai la poignée là, peut-être. T'as le foulard. C'est ça. Et donc, en fait, je me suis dit, j'ai 2000 € devant moi, j'ai plus de travail. J'ai quelques factures à payer, oui, mais j'aurais pu tenir, je pense, 1 ou 2 mois, on va dire. Qu'est-ce que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'est le point où je sais pas où je vais, mais Ok, je on en sais. parlera Voilà, après de ça. voilà, c'est pour Donc, ça que déclic. Je fais une transition. Ok. Tiens, je Moi te passe ensuite, le micro. déclic. Moi, ça s'est passé un peu plus tôt. Je devais avoir 4 ans. 4 ans. Ouais, ma femme connaît bien ma life. Je voulais plus aller à la crèche déjà. Moi, j'ai une vie un peu spéciale. Hein. Je suis le mec qui, à 5 ans, rentré tout seul de l'école avec une clé autour du cou. Voilà, j'étais très indépendant. Je pense qu'à Travaille à Fort Boyard. à Fort Boyard. Ah, bâtard. Non, mais genre, vraiment, ma life, c'était très, très, très vite. J'étais livré à moi-même. Je faisais à 7 ans, je pense, 7 ans, je faisais cuire des pâtes à la maison parce que je rentrais, il n'y avait personne. Donc, j'ai été très C'est toujours pas les faire. Hein, j'ai toujours pas les faire. Ouais. Mais maintenant, je m'en branle. Et du coup, voilà, c'est ça. Alors, sans dire qu'on s'est pas occupé de moi, hein, pas du tout. Mais ma très chère maman, devait travailler. Voilà, elle travaillait, elle tirait des palettes. Quand j'étais petit, c'était ça le métier. Elle tirait des palettes dans un centre commercial. Et voilà, d'ailleurs, elle se bloquait souvent le dos. Le déclic, c'est qu'un jour, j'ai toujours eu la haine. J'ai toujours eu la haine depuis tout petit. Après, j'ai une histoire spéciale. Mes parents se sont séparés quand j'avais 1 an. Donc, puis il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai un papa que j'aime du fond du cœur, mais j'ai un papa qui était assez spécial, qui a un très 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 gros caractère, un grand bagarreur, etc. Donc voilà. Mais je suis fier de son caractère, mais bon, quand tu veux fonder une famille, c'est pas facile. Donc bref, ils se sont séparés assez tôt. Et pourquoi j'en viens là? Et donc, voilà, le déclic, c'est parce que je raconte ça parce que le déclic, c'est que en fait, on roulait. Ma mère, elle avait une Fiat Panda qui tombait toujours en panne, toujours en panne.
Et je me rappelle, alors des déclics, moi j'ai que ça, hein. Enfin je m'en raconte. Une vie de clic. Une vie de déclic, quoi. C'est vraiment une vie de déclic. Ouais, la voiture qui tombe en panne, moi aussi je devais soulever le capot et pomper un truc pour que voilà. Et voilà, il fallait mettre pour la réchauffer aussi un petit drap sur. Enfin, une dinguerie, non, mais c'est exactement genre tu ça. sors de boîte, tu dois pomper ta caisse. Alors pour toi qu'elle tu démarre. pensais qu'à te faire belle et tout, tu sais, t'es là, t'essayes de. Ça aussi c'est le déclic, c'est l'humiliation. Ah, si tu me parles, moi beaucoup d'humiliation, ça part de là. Beaucoup. Moi, alors en boîte, mais en boîte, moi je savais même pas ce que c'était, on rentrait jamais. Ouais, nous les filles un peu moins. Vous rentrez partout, mon gars. Suffit d'avoir des cheveux et. Non, mais nous c'est moins humiliant si on tombe en panne. Il y a un mec qui nous aide, limite c'est mignon quoi. Mais c'est vrai que vous, si vous tombez en panne et la gonzesse est dedans. Ah ouais, bah tu la revois plus jamais. Voilà. À moins que ce soit la cassos du village, mais tu la revois plus jamais, frérot. Et en boîte, on rentrait même pas. Alors là, je vais même pas vous parler de ça, parce que ça c'est venu après, j'ai eu des trucs bien avant. Et je sais pas, mais je vous raconte une petite anecdote. Je me rappelle, la voiture tombe à panne au feu rouge. Tu sais, les gros carrefours, les gros feux rouges, on était devant, première place. Et derrière, t'as 10 000 voitures. Et puis, t'as une nana qui est une vieille de 60 piges. Elle avait un Golf, je crois, un Golf 3-4. À l'époque, c'était tout neuf et tout. Et nous, Fiat Panda tombe à panne. Elle se met à côté de la voiture de ma mère. Et moi, j'étais petit, je comprenais pas toutes ces choses-là, ces trucs de machin, de trucs. Elle lui dit, dégage ta voiture, sale pute, retourne dans ton pays. Je vous texto les gars, hein, je vous jure que c'est ça, hein, vraiment. Alors moi je suis pas le mec, vous m'avez jamais entendu parler de ça, je suis pas le mec qui parle de racisme et tout. Je sais que tout le monde a des, enfin il y a pas, pour moi je suis pas communautaire, je suis pas quelqu'un de communautaire. Mais bon, je comprenais pas, je sais pas, j'ai vu cette haine et ma mère qui faisait semblant de rien voir, parce que ma mère, elle a toujours courbé les chines. Mais j'ai compris qu'elle avait insulté et tout, et je me sentais tellement faible. Ça m'a fait penser, vous avez une scène du film, cette scène, ça m'a fait penser quand dans le Roi Lion, il est au milieu des buffles qui courent. Je sais pas si le petit... Ouais, il est vulnérable, quoi. Il est vulnérable, je me suis senti vulnérable, j'ai senti ma mère vulnérable. J'ai vu que le monde était méchant, mon gars. J'ai vu que le monde était méchant. Oui, il n'y a personne qui va l'aider à se mettre sur le côté, il a klaxonné. Non, ouais. Bon, après, ça, c'est pas grave que les autres klaxonnent et tout, mais je me suis dit, putain, pourquoi ma mère, elle a une voiture qui tombe en panne comme ça et alors, cette femme, en plus, ça a été le truc en plus, mais au pire des cas, il y aurait eu un gentleman qui est venu. Ma mère, c'est une très jolie femme, donc on aurait eu quelqu'un qui, voilà, on aurait eu de l'aide, ou voilà, mais j'étais ce petit gamin comme ça, et je me suis senti tellement faible. Et cette méchanceté ne m'a toujours pas quitté. Et avec ma femme, on travaille sur ça, sur moi, tu vois, elle m'aide beaucoup. Mais cette colère est toujours aussi vive, sauf qu'aujourd'hui, je la manage, tu vois, c'est un truc qui est en moi, qui bouge pas, Mais, tu vois, quand j'ai des périodes difficiles, je pense et ça, c'est qu'un truc parmi tant d'autres, je pense à toutes ces choses-là, et franchement, je vais de l'avant. Donc voilà, ce genre de déclic, mais moi... si vous demandez autour de moi, notamment à ma mère, parce que c'est la personne avec qui j'ai la relation la plus proche, on va dire, j'ai toujours dit je vais être riche, mais ça a toujours été en rapport avec la colère. Aujourd'hui ça ne l'est plus, mais tu vois, c'est le riche c'est pas je vais devenir riche pour être heureux, c'était le riche, je veux devenir riche parce que pour moi c'est comme une guerre, quoi. Voilà, c'est pour ça que ça se ressent dans mes contenus, etc. Voilà pourquoi j'en suis arrivé là. Globalement, des déclics, il y en a eu plein ensuite. Bien entendu, quand tu vas en boîte de nuit, vous savez ce que c'est, que tu arrives avec la saxo. Quand ton ami il a la 106, mon meilleur ami... L'équipe, quoi. Hein? Même nous, on vous fuyait, quoi. L'équipe, mon gars. J'ai mon meilleur ami qui est comme un frère pour moi. Je lui passe une petite dédicace qui s'appelle Wissem. Alors Wissem, il avait... et d'ailleurs, c'est un ami que je vois toujours aujourd'hui, c'est un frérot. Wissem, il avait la 106. Il avait une 106 blanche. Enfin, blanche. Voilà, à peu près blanche. Moi, j'avais une saxo verte. Ah oui. Oh, l'horreur, les gars, l'horreur. Et en fait, tellement de fois. Alors, mes potes, ils s'en battaient les couilles un peu, mes potes. Mais moi, j'étais tellement. J'aimais tellement plaire aux nanas, j'aimais tellement pas me taper la honte que ça m'en rendait fou. Et ça m'a donné l'impulsion de devenir entrepreneur. Avant de devenir entrepreneur, j'étais plutôt quelqu'un de très colérique. J'étais bon dans des choses que vous pouvez imaginer, dans le sens où j'étais plus quelqu'un d'en colère et donc de stupide finalement, puisque quand t'es en colère, t'es bête. Et du coup, après, j'ai compris qu'il fallait que je mette toute cette énergie dans l'entrepreneuriat. Donc voilà les quelques déclics. Je pense que aujourd'hui, si vous vivez ce genre de choses, je tiens à vous rassurer. Et vous voyez qu'il n'y avait pas que vous. D'accord, il n'y a pas de chemin facile, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, si vous traversez ce genre de choses, c'est des choses qui sont destinées à ne pas rester. Ok ?
Ensuite, maintenant, tu as le déclic. Ok, toi notamment, tu as ta mini-chef qui te vomit dessus. T'as ta mini-chef qui... Et mon père qui me dit t'as accepté, quoi. Et ton père qui dit t'as accepté. Alors son père est adorable, hein, je tiens à le préciser. Mais oui, bien sûr. Voilà, c'est un amour, mais... Bah oui, mais il se disait elle va perdre son travail, ma fille, comment on va faire, quoi. Moi, ma fille a perdu son travail, la pauvre. Oh là là, voilà. Et même si t'avais perdu le CDI, comment on va faire, quoi. Si t'avais perdu ton travail, il t'aurait aidé ou des trucs comme ça. Donc c'est... Voilà, mais ouais, perdre le CDI, elle était bien, elle était en place, ça aussi. Mais putain, Ben, combien de fois on m'a dit, Ben, t'es bien là, t'as un bon job. T'es stable. Arrêtez de me dire que je suis bien là, c'est quoi ce délire? Je suis millionnaire? Non, bah alors je suis pas bien, cassez pas les moments. Voilà. Mais les gens te disent ça par amour. J'en vois aussi certains d'entre vous qui me disent oui, mon entourage. Votre entourage ne fait pas ça par méchanceté. Votre entourage, justement, c'est parce qu'ils vous aiment. Les gens qui vous disent, quand vous changez de vie, qui vous disent ok, fonce, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Les gens qui vous aiment, automatiquement, essaient d'évaluer les risques que vous encourez en changeant de vie. Voilà, maintenant, ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils veulent vous tirer vers le bas. C'est juste qu'ils s'inquiètent parce qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à le faire. Faut rester concentré. Se faire confiance. Est-ce que tu as un mot à dire par rapport à l'entourage quand tu es à ce stade-là, avant qu'on parle du alors moi, par contre, je parlais pas... Merci. Je ne parlais pas vraiment à mon entourage de ce que je voulais faire parce que j'avais fait quelques petits brides où j'avais montré un petit peu mes projets et bon, la moitié c'était foutu de ma gueule, donc c'est vrai que ça m'avait un petit peu... J'avais fait des flyers où j'avais expliqué mon nouveau business, donc j'avais dit voilà, je vais distribuer ce genre de trucs pour faire connaître mon business, pour me faire de la pub. C'est le SEO de l'époque, quoi, le SEO à la main, quoi, tu vas dire. Et en fait, franchement, c'était un peu foutu de ma gueule. Du coup, voilà, une claque d'humiliation. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire les trucs de mon côté, c'est pas grave. J'avais... mais toi, t'es pas quelqu'un qui va choper la haine, tu vois. Non, mais j'ai pas le même... Si on se fout de ta gueule, toi, tu t'en fous. Non, tu rigoles ou quoi? Je pleure. Non, mais je veux dire, tu leur en veux pas, machin. Si, je leur en ai voulu, mais après, je me suis dit, bon, du coup, vu que je ne peux pas me tourner vers un soutien familial... Et pourquoi ils ont fait ça pour toi? Franchement, je sais pas. Parce qu'ils sont pas capables de l'imaginer, c'est pas méchant. Je sais pas, parce que moi, ça m'aurait jamais venu à l'idée de quelqu'un qui me parle d'un projet rigoler à gorge pleine, comme ça, grande gorge. Ah putain, vraiment, tu vois toute la dentition de la personne qui rigole. Tu vois la glotte. Non, parce qu'en fait, j'avais fait, je crois, il me semble, une faute de syntaxe ou quoi dans le flyer. Et en fait, ça avait été que ça relevé sur toutes les explications que j'avais fait de mon projet. Donc à la limite on me dit tu as fait attention à l'imprimeur, dis-lui qu'il regarde, etc. Mais tout ce que j'avais construit, expliqué dans mon business plan, mon projet, la seule chose qui était revenue, c'était que j'avais fait une faute de frappe. Et en fait on avait parlé presque de ça après. Donc je me suis ok, d'accord. Donc je me suis dit bon, tu repars la queue entre les jambes. Ouais, mais après vu que j'étais déjà quand même assez solitaire, etc. En fait, j'avais voulu parler de ça parce que j'étais contente, mais je cherchais pas non plus un appui incroyable. Donc je me suis dit, bon, je vais faire les trucs de mon côté. Et puis j'étais tellement dans une période où je voulais changer que c'est vrai que ça m'a pas vraiment déconcentrée parce que j'attendais pas non plus de me faire sauver. Alors du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui me suivent de dire bah voilà, ils ont l'entourage et tout. Vu que c'est nouveau leur décision de s'en sortir. Je pense qu'il faut garder ces projets pour soi et juste pour la concentration, parce qu'en fait, soit les gens vont mettre trop d'enthousiasme et après, et limite, ils vont mal vous conseiller, ou soit ils vont peut-être vous décourager. Donc, je pense qu'il vaut mieux être concentré et s'adresser à la limite à des bonnes personnes qui ne sont pas forcément les gens de sa famille quand on veut qui sont dans le domaine. Voilà, grandir et s'inspirer de gens qui ont fait comme en fait, qui sont là où vous voulez aller. Et moi, les gens qui m'ont conseillé ne menaient pas la vie que je voulais. Donc en fait, c'était bête de ma part de m'adresser à eux. Donc je pense plutôt que si vous devez vous adresser à quelqu'un, c'est à quelqu'un qui mène la vie que vous voulez selon vos critères. Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui avec Internet c'est facile parce qu'en fait tu choisis les contenus que tu regardes et les contenus tu rentres dans la vie du mec et c'est pour ça que j'essaie de faire des formats comme ça où on se livre sur toutes les étapes. Ok, alors moi le conseil que j'ai à donner par rapport aux personnes qui vous entourent, ça dépend de votre caractère. Moi j'ai un caractère et ma femme me l'a souvent reproché où moi j'annonce à tout le monde et j'annonce gros. Et voilà, j'annonce. Pourquoi? Parce que ça m'engage socialement et que c'est comme ça que je suis performant. Mais je sais très bien que, sauf qu'avec les années, quand tu as des résultats, on t'écoute. Mais au début,
j'en parlais à tout le monde, mais je savais l'impact que ça avait, ça générait pas que des choses positives, mais je m'en fous parce que au contraire, ça me motivait, tu vois, ça me motivait de... Maintenant, si vous avez une personnalité plus réservée, je pense que effectivement le mieux c'est de cacher ses ambitions. Moi, c'est ce que je fais, mais c'est pas pour cacher, c'est parce qu'en fait, je me sens plus à l'aise comme ça. Moi, je veux pas qu'on sache ce que je fais, je veux avoir de gros résultats et je cache que j'ai des gros résultats parce que j'ai honte de le dire. Exactement. Moi, c'est plus du style, les gars, je vais faire ça. Je saigne, je m'entraîne, je retourne dans ma grotte. Après, je dis alors, bande de fiottes, c'est toi qui as dit que j'allais pas y arriver, tiens, regarde. Et plus ça lui fout les résultats dans la gueule. C'est ça, mais toujours avec amour, parce que moi j'ai compris avec le temps et avec le recul que les gens ils font ça parce que ça les gêne de voir quelqu'un qui essaie de s'élever, parce qu'ils veulent pas vous perdre, parce qu'ils vous aiment, les amis là, ils veulent pas perdre ce gars avec qui ils ont roulé toute leur vie, etc. Ils veulent pas que vous sortiez la tête de l'eau, dans le sens où ils aimeraient pas, et pourquoi ? Parce que ça les met face à eux-mêmes. Et au début t'en joues, mais après t'arrêtes, t'as juste de la bienveillance et tu comprends qu'avec le temps tu comprends que t'as pas envie de les embêter, t'as pas envie de faire en sorte qu'ils se remettent en question, t'as pas envie qu'ils dorment pas de la nuit en se disant putain en fait je suis qu'une merde et tout. C'est pas le but. Okay, c'est pas le but. Maintenant, les gens qui sont demandeurs, il faut les aider. Mais n'essayez pas, pour vous donner de la force, de convaincre tout le monde et n'importe qui autour de vous. Donc, t'as le déclic. Maintenant, t'es là, case vide, qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que par quoi t'as commencé ? Donc on a fait le déclic, ok je suis dans la rat race, maintenant ils vont se faire enculer, j'en ai marre. Déclic, cette personne c'est la dernière fois qu'elle me parle comme ça, je signe la lettre de démission, je me casse, je me mets au chômage, vous faites ce que vous voulez, je me casse, maintenant t'es là. Voilà, vide intersidéral, ça fait 10 ans que tu travailles pour un patron, qu'est-ce que tu fais ? Donc comment est-ce que tu t'es dit, comment tu as appris à réussir, ou plutôt la recherche du comment réussir. Pas comment réussir, mais la recherche. Tu sais, c'est ce moment où tu es là et tu te dis, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as lu des livres, tu as fait quoi ? Comment tu t'y es pris pour répondre à ces questions, puisqu'on n'avait personne autour de nous pour nous aider à y répondre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je me souviens plus exactement, mais je vais je vais aller dans mes souvenirs un peu, mais je me souviens plus exactement. Mais je sais que je m'étais dit, il faut que je regarde ce que les gens riches font. Enfin, ce que les gens qui ont de l'argent ou qui ont ce que je veux font. Donc, je me souviens que j'avais commencé comme ça, un petit peu observer, à me dire est-ce qu'il y a des récurrences dans le comportement des gens, mais ils travaillent dans quoi, mais qu'est-ce qu'ils font, mais j'essaie de comprendre tout ça. C'est vrai. Voilà. Par contre, j'étais un peu loin j'avais pas de gens riches autour de moi, donc je pouvais pas trop les coller. Mais par contre, je voulais quand même approcher un petit peu ce milieu pour comprendre comment ils agissaient. Et après, je me souviens que j'avais entendu la phrase que les leaders étaient des lecteurs. Donc en fait, après, je me suis dit, il va peut-être falloir que je commence à m'informer, à apprendre, parce que je me suis dit, au début je me suis dit, mais j'ai pas fait d'école de commerce, comment je vais savoir ça ? Je savais pas en fait par quoi il fallait que je commence. Donc j'ai commencé... au début tu t'inquiètes pour comptabilité ou une société, des trucs... Au début je me suis dit, mais je ne sais pas comment faire marcher une société, mais qu'est-ce que je fais dans la société, etc. Donc en fait je me suis dit, putain, mais je sais rien, par quel bout de puzzle je commence. Donc j'ai commencé à lire. Au moins tu savais que tu ne savais rien. Voilà, donc tu savais quelque chose. Voilà, et puis je sais toujours que je sais rien, de toute façon c'est la même finalité à ce stade. Hein. Je remets toujours en question ce que j'apprends et ce à quoi je crois. Mais voilà, je me suis dit, il faut que je me rapproche, à mon avis, du savoir et des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont du pouvoir, pour comprendre un peu comment ils fonctionnent. Et alors, je sais plus par quelle opportunité je m'en rappelle plus exactement. Parce qu'à notre époque, nous, quand on s'était intéressé à l'entrepreneuriat, par contre, je cherchais pas sur YouTube à cette époque. Non, il n'y avait pas, il y avait les blogs. Non, moi c'était. Ouais, non, rappelle-toi, il y avait les blogs. Moi, je lisais des livres. J'hésitais entre Dailymotion et YouTube pour aller voir un clip de machin, mais il n'y avait rien. Ouais. Et vas-y, je te laisse continuer. Après, je donnerai ma version. Oui, donc après, en gros, j'avais entendu vent d'une société qui j'avais eu vent d'une société qui vendait des services de conciergerie, etc., à des gens riches dans la région où j'étais, etc. Donc en fait, c'est la première idée de business que j'ai eue. Je me suis dit, je vais vendre des trucs à des gens riches parce qu'eux au moins ils ont de l'argent. J'ai fait un pont comme ça, banal dans mon esprit. Je me suis dit, bon, si je vends un truc, déjà, c'est des gens qui ont de l'argent. Parce que par exemple, moi, je ne peux pas acheter ce que je vais vendre parce que je n'ai pas d'argent. Donc je m'étais dit, bon, je vais essayer de faire ça. Donc en fait, il y avait une société qui faisait ça dans la région. Je me suis dit, je vais essayer de faire ça à mon échelle.
Donc j'ai ouvert une première société. Et j'ai fait Quel statut t'avais ouais, j'ai fait auto-entrepreneur, le truc le plus facile, le plus simple, le légal tout de suite, que tu peux commencer tout de suite, où il n'y a pas d'investissement, etc. Et je me suis dit, je vais mettre une annonce sur Le Bon Coin et je vais dire que je vends des services. Donc en fait, les services que moi je voulais vendre, c'était de la conciergerie, c'était par exemple de m'occuper de villas pendant que les gens ils sont en vacances. Ça commence à peine Airbnb, donc s'occuper des arrivants Airbnb, s'occuper aussi des gens quand ils partent en vacances, de leur faire leur bagage, leur réserver leur vol, etc. En fait, je voulais faire un peu du service comme ça, être une personne je voulais être une personne de confiance au sein de familles et qui peuvent me demander plusieurs services, et moi après dispatcher chez des gens qui ont des corps de métier que je n'ai pas, je sais pas, chercher un plombier, un pisciniste, etc. Donc en fait, je me suis dit, je vais vendre ce genre de service. Et le canal de distribution, en gros, c'était Le Bon Coin. Le canal de distribution, c'était Le Bon Coin. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Par contre, j'avais compris qu'il fallait quand même que je me démarque, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça sur Le Bon Coin à l'époque. Du coup, petite précision, du coup ça a très bien marché. Comme ça, ils savent que tu vas leur expliquer comment t'es arrivé à là. Oui. Alors ça a bien marché, oui, mais par contre, de suite, je me suis dit, il faut pas que j'écrive une annonce à la légère, que je sois pas pro, etc. Donc je me suis fait faire des cartes professionnelles, toutes des choses professionnelles déjà, en termes de marketing. Mon discours était bien rodé, j'avais vraiment voulu être dans le service, dans le professionnalisme direct. J'ai vraiment attaqué direct comme une pro, j'ai pas voulu bricoler. J'ai voulu de suite que ça fonctionne, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire de bien dans le domaine. Voilà. De suite, je voulais paraître pour une pro. Et c'est de suite ce pourquoi on m'a valorisé, même juste au téléphone, quand les clients m'appelaient, me disaient, j'ai vu votre annonce sur Le Bon Coin, etc. C'est vrai, ils me parlaient de suite. Votre annonce, ça m'a marqué parce que vous avez l'air très professionnel. Il y avait énormément de détails, etc. Je disais qu'on allait faire le tour ensemble de leur propriété, parler des besoins de la famille, etc. Donc en fait, j'avais vraiment compris leurs besoins. J'avais de suite compris. C'est ouf. Non, mais ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans la peau de la cliente. Non, mais ça, c'est ouf quand même. Mais ça, je vais genre, vraiment, c'est de la visualisation parce que je sais pas si on peut le dire. Non. Ouais. Donc, en gros, alors je vais être très vague. Je pars du principe que non, mais non, mais je vais être très vague parce que. Alors, je vais être très vague parce que c'est une. Oui, sois vague. C'est une très grosse personnalité de la personne dont on parle. C'est une très, très grande famille. Je peux en parler ou. Non, mais je dis pas le nom de la famille. Non, mais je dis pas le nom de la famille, mais peu importe. Donc, elle travaillait pour cette famille, ok ? Oui. Ou elle travaillait pour. Oui. Après, t'as eu que du lourd, donc t'as eu que des très gros clients. Mais ça, c'est l'anecdote. Travailler pour une très grosse famille. Ok, elle est partie, elle a fait sa life, etc. Et en fait, on s'est retrouvés dans des cercles d'amis où cette fois-ci, en fait, on était amis parce qu'on est dans certaines communautés, etc. De par l'argent qu'on gagne, machin. Et en fait, elle s'est retrouvée amie avec son ancienne cliente. Mais c'est une dinguerie. Ouais. Et la nana, elle a dû dire, elle a fait un bond social incroyable, tu vois. Ouais, non, c'est une sacrée anecdote. Symboliquement, c'est incroyable. Oui, ça me met encore des frissons aujourd'hui. Parce que où j'en étais à l'époque, dans mon esprit, c'est sûr que passer de l'autre côté, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment un passage de l'autre côté. Symboliquement, c'est même pas une métaphore, c'est réel, quoi. Oui, et du coup, alors niveau business que j'avais compris un peu intuitivement du coup, parce que ça je l'avais pas vraiment appris dans le livre, c'était qu'il fallait répondre à un besoin. Et moi j'avais vraiment identifié par contre le besoin de ces gens qui étaient des gens qui étaient pressés, des gens qui avaient un besoin de réponse rapide, il fallait de la confiance, fallait être... il fallait travailler pour ces gens, mais pas les déranger, faire vite, efficace et en fait, ils voulaient que leur problème soit réglé, mais ne pas avoir vu le problème en train de se régler. Ça, j'avais vraiment compris. Donc, que ce soit pour maison, service ou par rapport à des voyages, etc. Fallait tout faire, mais qu'ils arrivent, ce soit tout fait. Ils voulaient pas voir le processus. Et ça, j'arrivais, en fait, je pense, j'avais la capacité à résoudre des problèmes rapidement et à livrer, en fait, le produit fini ou le service fini. Donc, en fait, ça marchait très bien parce que j'ai eu un gros bouche à oreille. Pareil, sur les prix, je m'étais positionnée quand même de suite. J'étais deux fois plus cher que le marché, mais ils n'avaient pas de difficulté à me payer. C'était pour vous donner un ordre d'idée. À l'époque, ce que je faisais, c'était le prix moyen, c'était entre 12 et 15 euros de l'heure. Moi, je facture entre 25 et 30 euros de l'heure. Au début, quand j'ai commencé, pour moi, c'était un truc de fou, quoi. Et donc,
Donc après, j'ai augmenté mes prix et en fait, les gens suivaient parce que j'arrivais à... T'as fini à combien, je pense? T'as fini à 50-60 de l'heure. Oui, puis sur certains clients, c'était du 100. Ouais. C'était du 100 la mission d'une heure, quoi. Ouais, mais parce qu'aprais, t'imagines. Parce qu'après, je travaille avec des gens... Même pas ça par jour, au premier boulot. Oui. Mais après, en fait, je travaille avec des gens à l'étranger. Une fois qu'ils te font confiance, ensuite, tu t'occupes de leur maison qui est des maisons de secondaires, etc. C'était une confiance absolue et voilà. Mais... Et parle-moi à quel point ça t'ouvre l'esprit. Dans le sens, tu dis, waouh, il y a des gens qui ont du pognon. Alors du coup, j'ai eu accès, pendant ce travail-là, des maisons, des manoirs, des gens, des soirées, des fêtes, des voitures, ou alors des voitures qui étaient garées, qui ne roulaient jamais, des trucs, des Rolls-Royce, des Bentley, des trucs qui ne roulent jamais, qui sont juste là au cas où le client vient une fois par an, etc. Donc en fait, je voyais de l'abondance. Quand ils viennent, ils prennent un chauffeur, ils la prennent même pas. Oui, tout à fait. Mais je voyais en tout cas de l'abondance. Alors je vivais dans cette région, mais je ne savais pas qu'il y avait ça dans cette région, en fait, on va dire. C'était vraiment une abondance tellement opulente que je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ouais, ça veut dire que... Qu'est-ce que c'est? Tu vois, moi j'ai... Par exemple, pour vous donner un exemple, par rapport à ça, après je te laisse finir. Moi, j'ai travaillé quand j'avais 18 ans pour une famille du Qatar. Et là, en fait, tu te dis, ok, je vois des choses que j'avais même pas imaginé. C'est des choses que je ne pouvais pas imaginer. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'est-à-dire que j'ai vu, quand tu vois avec tes yeux des choses que tu n'as même pas pu imaginer, ça change ta réalité. Vraiment, c'est un saut quantique incroyable. Je te laisse finir. Donc je voyais énormément de matériel, mais par contre ce qui m'intéressait le plus, c'est de voir le comportement de ces gens. C'est ce que j'analysais tout le temps. Et je voyais que c'était des gens qui avaient toujours de très grandes bibliothèques. C'était des gens qui prenaient le temps de réfléchir, de penser, de griffouiller, griffouiller leurs idées sur du papier. C'était des gens qui n'étaient pas à 1000 à l'heure, qui n'étaient pas comme moi je voyais dans ma famille, où les mères elles rentrent vite le soir pour vite faire à manger, pour vite coucher les gosses. Et ils n'avaient pas une vie à 100 à l'heure comme ça. Ils avaient du temps. Ils n'avaient pas une vie à ce niveau-là, ils n'ont pas une vie de mec qui a 2 restaurants dans la ville, qui est un peu touché, qui prend du poids, qui est un peu stressé et tout. C'est pas du tout cette vie-là. Non, c'est pas ça. C'était petit entrepreneur ou du plombier qui a 3. On parle de grande fortune. Voilà, l'électricien qui a 3 salariés et tout, ça n'a rien à voir. Non, on parle de grande fortune, d'entrepreneurs, etc., mais de haut vol, on va dire. Et c'est vrai que j'observais leur comportement et je voyais que c'était des gens qui avaient le temps, qui prenaient le temps, mais qui étaient toujours dans l'accomplissement de quelque chose, parce que je pense qu'ils étaient largement arrivés, ils pouvaient s'arrêter de travailler, etc. Attends, un petit détail. Moi, je pourrais vous en parler, mais c'est bien qu'elle vous en parle aussi. Oui. Un petit détail. Est-ce que ces gens-là, ils étaient show-off, dans le sens frimeur, etc. Tu vois, parce que je parle souvent de la frime sur YouTube pour vendre aux gueux, aux salariés, la richesse. Comment ils étaient, ces riches-là? C'est un show-off discret, c'est-à-dire qu'ils ont les choses, mais ils ne les montrent pas, ils les affichent pas énormément. Ils en sont fiers, mais après, je pense qu'il y a une différence entre les gens qui sont riches depuis... Alors, comment ils s'habillent? Est-ce qu'ils étaient en full Gucci, survêtus? Ah non, c'était du luxe, mais pas ce luxe-là, pas un luxe matu comme ça. Mais je pense que eux alors certains, c'était... ils peuvent avoir des entrepreneurs de père en fils, mais peu importe, c'est pas parce que ton père est entrepreneur que toi ça va être facile pour toi, parce qu'il faut continuer de mener la barque, etc. Mais alors j'avais 2 cas de figure. J'avais des gens ça se voyait que c'était des fortunes depuis plusieurs générations, donc ils ont moins ce besoin, je pense, de prouver, etc. Voilà. Mais après j'ai aussi des gens qui ont de l'argent, ça se voyait que c'était les premiers de leur famille à avoir fait ça. Donc oui, ils étaient un peu plus dans ce truc de matériel de montrer, mais c'est parce qu'aussi ils ont une forme de fierté, donc je le comprends absolument. Non, mais est-ce qu'ils montraient Non, c'était pas démonstratif. Non, et au contraire, ils voulaient pas montrer, ils avaient peur aussi... de se faire braquer. Ouais, complètement. Donc non, c'était plutôt... tout était caché. L'opulence était à l'intérieur de la maison. Franchement, les seuls... Alors, parce que je vous parle souvent de ça, les seuls amis qu'on a et qui sont très show-off dans les personnes riches, on connaît beaucoup d'industriels... voilà, ma femme elle est là, donc tu vois, quand je leur dis je connais des gens qui pèsent 100 millions d'euros, tu vois, bon c'est vrai que ça fait un peu gros pour certains, mais c'est la réalité, c'est comme ça, voilà. Et les plus show-off, c'est les footeux, les amis footeux qu'on a. Oui. Voilà, les amis footballeurs. Oui, mais c'est les premiers aussi peut-être à avoir, c'est les premiers qui ont réussi aussi dans leur. Oui, et c'est les plus famille. jeunes. Oui, voilà, et puis ils sont jeunes, ça va avec aussi leur âge. Ouais. Aussi. Et souvent, nous, on est les plus jeunes. Oui. Quand on va dans des milieux, selon où on va, on est toujours les plus jeunes. 15 ans de moins à peu près. D'ailleurs, ils ont du mal à me prendre pour un footeux maintenant, parce que j'ai pris un peu de poids. 15 ans de moins, ouais. À chaque fois. Donc, même 20 ans de moins. Pourquoi? Parce que ils ont d'abord fait leur carrière et ensuite ils ont fait des enfants. Ouais, c'est ça. Nous, on a tout fait en même temps. Ouais. On a tout fait en même temps.
Ok, très intéressant. Donc ces gens-là t'ont inspiré. Oui, ils m'ont inspiré par leur comportement. Et en fait, j'observais. Alors, comportement, bah ouais. souvent, alors moi, dans ce que j'ai vu, c'était le mec qui travaillait et la meuf, elle travaillait un peu moins. Donc j'observais un peu la vie de famille, etc., comment ça se passait. Et les femmes que j'ai vues entreprendre, j'essayais un peu d'observer voilà, ce qu'elles faisaient, leur lifestyle, etc. Et en fait, quand je parlais avec elles, je voyais pas énormément, bizarrement, de différence entre elles et moi par rapport à leur capacité. Et en fait, quand je les voyais, je me disais, mais je suis sûre que je peux faire ce qu'elles font. Parce que quand elles m'expliquaient un peu leur business... Elle parle des mecs surtout, parce que c'est le plus lourd que tu as vu, c'était des mecs. Oui, je sais, mais là, j'ai commencé par... pas de différence, bref, les entrepreneurs que tu as vus... Oui, je sais, mais j'ai commencé par parler avec leur gonzesse avant qu'ils m'intègrent dans la famille, quoi. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand je commençais à parler... parce que les mecs, t'avais des profils intéressants de ouf. Oui. Quand on n'avait rien et qu'on parlait un peu des gens qu'on a rencontrés. Oui, parce qu'en fait, j'ai créé... quand j'ai créé cette société, après, au bout d'un moment, les clients, quand ils ont 1 ou 2 ans, ça devient presque des proches, ils te font confiance, ils se confient un peu à toi, du coup, tu peux voir un peu les coulisses de ce qu'ils font. Et moi, j'étais très friande à chaque fois qu'ils me racontaient des choses sur leur business. J'apprenais, j'avais vraiment les oreilles grandes ouvertes pour tout apprendre. Et alors, du coup... je voyais j'écoutais ce qu'ils faisaient, mais je me suis dit, mais je peux le faire, ça, je suis sûre que je suis capable de le faire. Donc, moi, le truc qui m'a paru le plus flagrant quand j'ai fréquenté des grosses fortunes de très près, le truc qui m'a paru le plus flagrant, c'est que les mecs, ils voient grand. Ouais. C'est ça la diff, tu vois, quand il va faire un projet, n'importe quel projet, il va y avoir 15 personnes. S'ils montent le moindre resto, ça va être un resto moins énorme. Que ça, je me suis dit juste ils le font, ils font quelque chose. Ouais. Moi en fait je savais pas par où commencer. Bon, j'avais déjà fait ça, c'était déjà pas mal. Mais pour la suite, je me suis dit il faut juste en fait faire le truc et à chaque fois qu'il y a un problème, tu le règles et à un moment donné, tu vas y arriver. Ouais, c'est là où tu vois qu'en fait c'est que des croyances limitantes, mais ça c'est exactement ça. C'est juste de pas savoir par où commencer. Passer à l'action, quoi. Faire le truc. Ouais. Faire le truc, passer à l'action. Tu regardais le message, c'est la nounou ou c'est qui ? Qu'est-ce qu'elle dit ? 2 minutes. Ok, donc alors en ce qui me concerne, la recherche de comment réussir, moi c'est beaucoup passé par ça en fait, hein. Normalement c'est instinctif. Quand tu veux quelque chose, l'enfant quand il veut quelque chose, il va copier la personne qui a ce qu'il veut, peu importe ce qu'il fait, tu vois. Si t'es passionné de skateboard, bah, tu vas regarder des mecs faire du skateboard toute la journée. C'est j'observais. Tu copies comme les singes, ils copient pour apprendre. Et en fait, j'observais moi toutes les attitudes. Notamment, j'avais un mec en target, c'était Bernard Tapie. J'avais Richard Branson, comme je le dis souvent. J'avais Steve Jobs, je m'en battais les couilles, j'aimais pas trop ce délire là mec qui s'habille toujours pareil et tout, voilà, alors il est inspirant, je dis pas le contraire, mais je sais pas, ça me parlait pas. Et moi j'aime pas être inspiré parce qu'on doit être inspiré par un homme, je suis inspiré parce que j'ai envie d'être inspiré. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre, j'avais les sportifs de haut niveau, les chanteurs, les mecs les musiques, les mecs, les rappeurs, les mecs dans la pop, je me disais ils font des grosses fortunes, voilà. J'avais ce genre et du coup j'ai essayé de copier un peu. Et après, il y a eu les livres aussi. Plus sur le développement personnel, parce que moi, ce qui me paraissait flagrant, c'est que les riches, de mon point de vue à l'époque, avaient un mindset différent, ils pensaient différemment de la masse. Tu vois, déjà, je trouvais qu'ils se rendaient 100% responsables, tu vois. J'ai jamais vu une très très grosse fortune se plaindre de ce qui lui arrive. Je sais pas comment t'expliquer ça. Non, mais ils essayent tout juste de tourner en leur avantage la situation. Voilà, c'est pour rebondir. C'est ce qu'on constatait. Donc moi, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le développement personnel, parce que déjà, je me suis toujours senti mal, tu vois. Je me sentais mal, toujours en colère et tout. Et j'essayais de comprendre pourquoi. J'avais besoin de me comprendre, de me développer. Et franchement, en te développant, t'évolues dans tous les sens du terme, tu vois, dans tes relations, dans tes business, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc, on peut dire que les riches nous ont inspiré à devenir riches. Oui, moi par contre, il n'y a personne qui m'a inspiré de célèbre ou de connu, c'était vraiment les gens qui avaient autour de moi, du coup, pour qui je travaillais. Ouais. Elle, c'est pas son délire d'être fan ou quoi. Tu vois, non, mais moi, c'est plus les gens, le lifestyle qu'ils avaient. T'es juste fan de moi, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait que je te rencontre. Ouais, ça a l'air mais quand sincère. je les voyais, tu sais, vraiment être en famille, dans des baraques de fous, faire des barbecues énormes, tous rigoler ensemble, avec de la place. Moi, il n'y avait même pas de fenêtre chez moi. Donc, je veux dire, si tu invites une personne de plus, faut limite faut que le voisin te passe une chaise et tout, parce que t'as pas assez de place. Moi, c'était ce côté grand jardin avec de la lumière, toute la famille qui joue ensemble et l'abondance sur la table. Tu peux, il
qu'il y a à bouffer pour tout le monde. Moi, c'était des choses simples comme ça qui m'inspiraient. D'ailleurs, je pense que... Et les voyages aussi, quand il partait en voyage tout le temps, quoi. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Nous, il faut économiser 5 ans, normalement, pour faire un voyage en éco. C'est quoi ce délire, quoi? Oui, faire un voyage en En fait, la ville, je trouvais que la vie avait l'air simple. Alors, avait l'air plus simple. Plus stylé, quoi. Oui, en fait, j'ai l'impression que nous, on subissait la life. Oui, et puis c'est fait. Genre, la vie, c'était. Et de compter les centimes, quoi. On subissait la vie, clairement, chaque jour était. Et en fait, les gars, si vous êtes là-dedans, vu que c'est transmis de génération en génération dans nos classes, de subir la vie, ça nous paraît normal, puisqu'on subit l'école. Et puis le Je peux vous dire que notre fils, il a toujours été dans des grandes écoles privées, il subit pas l'école, par exemple, tu vois. Ouais, non, pas du il tout, est non. heureux d'apprendre, il est heureux d'essayer d'être le meilleur, enfin, il n'y a pas du tout de contraintes, quoi. Oui, moi aussi, ce qui me marquait, ce qui me faisait de la peine, c'est que je me disais, par exemple, mes grands-parents, quand ils vont être vieux, ils vont pas pouvoir avoir de confort parce qu'en fait, on va pas pouvoir les mettre bien, etc. Ouais. Et eux, je voyais que quand leur famille avait un problème, il y a tout le monde qui prenait l'avion, allait prendre la meilleure infirmière, le meilleur lit, le meilleur truc, les meilleurs soins, et nous, on crève la bouche ouverte, quoi. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, je pense que c'est que ma mère, elle pouvait pas s'occuper de moi. Et ce que j'aime le plus, c'est que ma femme, elle est tout le temps avec mes enfants. Ce que j'aime le plus aussi, c'est que je suis tout le temps avec mes gosses. Tu vois, ça, c'est un truc de et ouf. ces femmes-là s'occupent aussi vachement des enfants. Elles ont des nounous quand elles le souhaitent, mais par contre, elles élèvent leurs enfants, elles les voient grandir, quoi. Voilà. Aujourd'hui, tu peux pas... tu peux dire maintenant, t'es passé de l'autre côté, mais c'est vrai, on est vraiment passé de l'autre côté. Ouais. C'est une dinguerie. Non, mais à cette époque-là, je me disais... Parce qu'on n'est pas en mode... quand je vous dis on est riche, c'est pas en mode... on a pris un 2 pièces à Dubaï ou quoi. C'est genre, je vous dis, on est riche, on a eu des maisons énormes. Genre, c'est des villes, on a eu du personnel. Je veux dire, actuellement, et en toute humilité, les gars, là, je suis en t-shirt blanc, je suis affalé sur un canapé, ma femme, elle est à côté de moi. Je vous dis ça à la cool, tu vois, mais on a 2 chauffeurs, on a du staff à la maison, on se lève le matin, la gueule enfarinée, il y a le dessin, il y a le déjeuner, pardon, il y a les fruits coupés sur la table, les cafés qui sont prêts, etc. On fait tout déléguer, voilà. Et en fait, on a la vraie vie de... Et en fait, le mieux, je pense que c'était de faire déléguer les trucs chiants. Ouais. Parce que moi, je me rappelle que ma mère rentrait du taf, fallait faire la machine, étendre. Je la voyais étendre le linge, machin. Putain, ça prend du temps. À mon avis, elle faisait pas que ça. Hein. Mais oui, elle faisait tout, la vaisselle. Parce que moi, j'étais un porc. Enfin, nous, on faisait rien à la maison. Enfin, dans ma culture, et je dis pas que c'est bien, hein, mais nous, les hommes, ils touchent à rien du tout. Enfin, c'est pas dans ma culture, mais je veux dire, tu sais comment c'est chez moi, dans ma famille. Les hommes, ils touchent à rien. Maintenant, moi, c'est pas ce que j'ai fait. Et ça me fait plaisir d'aider. Mais du coup, ma mère, elle fait tout. Mais t'as double vie, quoi. T'es un homme et une femme, quoi, en fait. Ouais, c'est pour ça que le féminisme, c'est de l'arnaque, en fait. C'est aujourd'hui, t'as des meufs, elles sont routiers, plombiers, et après, elles sont encore mamans. T'imagines le délire? Donc, même assistante dentaire ou je sais pas quoi, tu rentres, tu prends le feu par les gamins et tout. Genre, t'as envie de te suicider, tu te dis à quoi? Et donc, ces riches qu'on voyait. En tout cas, et quand tu l'as pas, c'est ça qui est difficile. De notre point de vue d'ouvrier, quand on regardait les riches à l'époque, c'était surtout ça, c'est le confort de vie. C'est la vie, c'est un kiff, bordel. Tu t'achètes le beau vélo, tu t'achètes la belle moto, tu t'achètes. Et puis pareil, moi il y avait souvent un truc, tu peux pas faire ça parce que c'est trop cher, tu vois. Ouais. Le sport, tu peux passer trop cher. Le ski, ok, mais une leçon une fois le mois d'hiver, mais la deuxième leçon, du coup, tu peux pas réessayer ce que t'as fait à la première parce que du coup il y a plus d'argent. Aujourd'hui, on arrive, on va à l'école de ski, le petit, il en prend 10, tu vois. Quand je vois les enfants qu'on leur donne, c'est bête, mais on leur donne des cours de piscine. Moi, j'ai su nager très tard, mais enfin nous, on leur a de suite donné des cours de piscine parce qu'on pensait que pour la sécurité, vu qu'on est toujours dans des endroits où il y a de l'eau, des piscines, mais moi, etc. tu sais comment j'ai appris à nager. Ma mère, elle t'a raconté. Bah oui, elle dit que tu savais nager, c'est pas comment t'as fait, quoi. Ça veut dire... tu devais te livrer à toi-même, voilà. Ça veut dire que j'ai vu une piscine, j'ai sauté, je nageais comme un chien, j'ai failli mourir plusieurs fois, et à la fin, je savais nager. Voilà. Et moi, j'ai su nager très tard, mais je veux dire, ça serait pas... Ma mère, elle a dit, je sais pas comment il a appris à nager. Oh, la punch. Et puis voilà, nous on a le truc, voilà, on a 2 gamins, ils sont petits, il y a des piscines, on leur prend des cours, mais moi jamais j'aurais pu prendre cours de piscine. Du coup j'ai su nager très tard. Mais j'étais ridicule parce que mes amis savaient nager vachement tôt. Moi je savais pas nager jusqu'à j'ai mis les brassards jusqu'à 8 ans. Juste, on s'en rend pas compte. Mais juste tu rentres chez toi, t'as ta piscine.
Ah mais oui, mais j'avais même Tu pas vois, Moi, mon rêve, c'était d'avoir juste la salle de bain à l'italienne, la douche à l'italienne, ouais, à l'époque, juste qu'il n'y ait pas la marche, quoi. Ouais, mais je l'ai jamais eu, il y avait toujours le marche-pied. mais du coup, juste tu rentres chez toi, t'as une piscine. Non, mais attends, mon rêve, c'était juste d'avoir de l'eau chaude, parce que j'avais un cumulus hyper petit. Ah, oui. Normalement, je pouvais pas genre, ma mère et moi, on pouvait pas se laver les cheveux le même jour, quoi. C'était une ou l'autre, tu vois. Mais les gars, vous devez tous connaître ça. Alors, il y en a peut-être qui sont de la classe moyenne, et ça veut pas dire que vous avez pas envie de réussir aussi. Mais pour les mecs qui, voilà. Mais là, on parle de notre parcours, donc c'est voilà, notre parcours. pour les gars de l'usine, vous savez exactement Après, ce que c'est. vous avez l'intelligence de vous mettre par rapport où vous en êtes actuellement, quoi. Bien sûr. Donc, voilà un peu, on va dire qu'on s'est inspiré un peu des riches. Ensuite, l'étape se transformer en entrepreneur. Galère et doute, j'ai noté. Donc, parce que tu dois te transformer en entrepreneur, d'un coup, tu es 100% responsable. Tu te lèves le matin. Oui, là, ça commençait déjà. J'étais déjà quand même 100% responsable quand je faisais mon petit business. Alors, ce business. C'était quoi les galères, les doutes? Alors, le business, déjà, est-ce que le doute au début du chiffre d'affaires blanc? Ah non, en fait, ce que j'ai fait. Tu vois, parce que c'est là où ils sont beaucoup dans cette phase. Non, mais moi, vu que j'avais fait mes calculs, j'étais toujours avec mes calculs. Ouais. J'avais calculé qu'avec mes nouveaux prix, normalement, en une semaine, j'allais me faire ce que je faisais. Oui, mais au début, quand t'as lancé le truc, que t'as arrêté le boulot, parle-moi de cette période, t'as arrêté le boulot, saut dans le vide. Alors, saut dans le vide, sauf que le saut dans le vide a été 24 heures parce que je me suis mis direct dans le travail. Ouais. La première semaine, j'ai fait tout mon marketing, etc. Vas-y, quand tu me parlais, je me prends des verres d'eau. Je suis allée sur Canva, j'ai fait mes flyers et tout, les trucs comme ça. Canva. Je suis allée sur Canva, etc. Explique un peu. Mais t'as ressenti un peu de stress, donc tu dis je me. Mais non, j'ai pas été stressée, putain, tout va bien. Non, en fait, j'étais tellement dans cette envie de le faire et j'étais très impatiente d'essayer parce qu'en fait, je prenais pas beaucoup de risques parce que comme je vous expliquais, le premier business que j'ai fait, je vendais des services via Le Bon Coin, il y avait pas vraiment d'investissement financier, donc je me suis dit bon, j'essaye, ça marche pas. Mais j'avais pas mal la foi, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un planning avec des heures libres et en fait je me suis dit dès qu'un client va m'appeler qui va vouloir que je fasse telle ou telle mission, je vais remplir ce planning et mon objectif en fait c'était que ce planning soit rempli je sais pas à peu près, je me suis dit dans 1 ou 2 mois je pense que j'aurai suffisamment de clients parce que le premier appel que j'avais eu avec un des clients m'avait quand même vachement donné confiance en mon produit, je me suis dit je pense que j'arrive bien à vendre mes services donc je pense que ça va fonctionner et en fait la première semaine ah pardon. Je te laisse 2 minutes, tu te mets le micro dans la bouche. Non mais sérieux, je t'ai dit. Dans la bouche, ça va. Mais non, mais parce que je l'ai mis en haute intensité, le micro, il est en comment ça s'appelle? Les décibels, ça. Bon, attends. Ça capte le son vachement fort. Je suis arrivé, t'avais le micro à 2 cm de la bouche, ils ont dû s'exploser. C'est un cure-dent, quoi. Ah ouais, laisse tomber. Donc j'étais en train de dire. Ouais, vas-y. J'étais en train de dire. Tu veux pas de l'eau? Après. Ça va être désagréable à écouter si tu fais que me couper comme ça, les pauvres. Vas-y, je t'écoute. Donc du coup, j'en reviens. Je fais un planning où je me dis voilà, j'ai l'impression que mon produit va fonctionner parce que j'ai un bon retour d'un premier client et dans 1 ou 2 mois, je veux que mon planning soit rempli avec autant de clients. Je mets mes annonces en ligne et là, la première journée déjà, j'ai la moitié de mon planning. Allez pas. Alors les gars, parce que je sais que vous attendez que ça pour certains. Alors oui, on utilise la loi d'attraction. Voilà. Et elle m'avait dit une phrase, l'univers n'aime pas le vide. Oui. Donc qu'est-ce que tu avais fait à ce sujet-là? Oui, j'avais fait un planning avec des cases vides et je m'étais dit, l'univers va s'occuper pour moi de le remplir parce que j'ai envoyé l'intention de toute façon que je voulais des clients et que je suis persuadée que mon produit plaît, que le service est là. Donc vu que la valeur énergétique elle est là, que j'envoie, le retour va se faire. Et effectivement, donc la première journée, j'ai eu la moitié de mon planning déjà de rempli. Juste là, ça devait être des entretiens pour savoir si je dealais justement sur le contrat prévu. Et la fin de semaine, je voyais à peu près 2-3 personnes par jour où ils m'expliquaient, voilà, j'aimerais que tu fasses ça, ma villa elle est là, je suis là, là. Et en fait, là, j'ai rencontré en une semaine, je sais pas, 10 personnes. C'est quoi la première villa où tu t'es dit, où t'as rentré le premier contrat, ou la première villa où t'es rentré, tu t'es dit, ouais, c'est un truc de ouf? C'était une villa qui était tout en... Bon, je vous dévoile où elle a fait ça. Elle a fait ça à Monaco. Oui. Voilà. C'était une villa... Donc je vous laisse imaginer les bestiaux. Quand je vous parle des villas, on parle pas de Jean-Yves, restaurateur depuis 50 ans à succès, qui pèse 560 000 €. On parle pas de ça, qui s'est fait une maison avec piscine en haricots. Et en grande dalle. En grande dalle de Parement, on parle pas de ça.
Là, on parle de mecs, ils ont des villes entières. Ouais. Oui, bah la première maison, du coup, je pensais que c'était cette maison que je devais m'occuper, mais en fait, ça, c'était juste la dépendance un peu du personnel. Voilà, et en gros, le deal, c'était que je m'occupe de cette maison et de chapeauter pendant que la personne, elle est pas là. En gros, que je fasse le relais entre les gens qui vont revenir dans la maison. Fois, attends, je suis désolé, je te coupe une fois pour l'anecdote. Je t'avais dit, j'arrive dans la villa. J'arrive, je rentre, déjà il y avait 3 féfés, machin, et moi je vous dis, je connaissais pas trop les bagnoles, machin, j'étais vraiment, je voyais ça un peu à la télé, dans les clips de 50 Cent, toi, tu vois. Ouais, t'en rêves, mais t'as jamais approché. Ouais, voilà, et d'un coup j'arrive, je te dis, j'ai un chemin qui monte au domaine, etc. Je vois des mecs en voiture de golf qui passent, etc. Et j'arrive dans une maison énorme. Je me dis, waouh, putain, elle est magnifique. Quoi, je rentre en fait, c'était la dépendance pour les gardes du corps. Ouais, donc du coup, ils nous mettaient là pour manger, etc. Il y avait à bouffer, il y avait des traiteurs. Et en fait, c'était juste la dépendance. Ouais. Tu vois, t'avais tout, t'avais un peu le personnel. Je me rappelle que t'avais des mecs calibrés partout, bref, et en fait la maison n'était même pas là. Oui, parce que dans les domaines comme vous imaginez pas à quel point, comment les gens vivent. Pour ceux qui ont jamais vu ces choses-là, vous n'imaginez pas. J'avais pas de fenêtre chez moi. Non, mais mon gars, mais c'est là en fait où tu te rends compte, tu dis putain, je suis en train de calculer pour 10 000 euros. Est-ce que je suis 10 000 euros? En fait, les gars, c'est genre vraiment quand je lui dis c'est rien. Il y a des mecs et c'est pas, il y a pas un mec ou deux qui vivent comme ça sur Terre. Il y a des milliers de gars qui vivent comme ça. Mais moi, je me suis dit là, en une semaine, tous ces gens qui m'appellent plein d'argent, je me dis, mais ils étaient où avant dans ma vie, ces gens, quoi, tu vois? C'est quoi ça, tu vois? Et d'un coup, mon répertoire, il s'est transformé, genre, il avait de la valeur, fallait pas que je perde les clés des gens, fallait que je fasse attention aux informations personnelles. J'étais passée dans la... T'as bien vibré, toi, parce que c'est venu d'un coup. Ouais, je suis passée d'une vie normale à maintenant devoir faire attention aux gens, à leur bien de valeur, à leur identité, vraiment, c'était un autre... le truc, c'est que ma femme, peut-être que vous l'avez déjà vu sur Instagram ou quoi, ou peut-être sur, je sais pas, mais toi, tu passes vachement bien. Genre vraiment. Oui, je donne confiance. Ouais. On dirait que t'es. Bah ouais, je t'ai bien eu. Ouais, on dirait que t'es une femme de milliardaire. Non, mais c'est vrai, elle donne super confiance. Je suis une femme de millionnaire. Ouais, voilà. En route pour le milliard. Voilà, écoute, on verra, on va faire le taf, frérot. Tant que la petite agrandisse et tout. Voilà, on a la petite, là, elle nous prend du temps. Ouais, je préfère. Mais on va le faire, tranquille. On va le vibrer et ça arrivera. Il n'y a pas de problème. On va avoir le plan. Le plan va arriver d'un coup. À 3-4 heures du match, je vais me réveiller, les yeux grands ouverts. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Ok, bon, c'est très intéressant. Alors, les gars, on a des anecdotes. On a énormément d'anecdotes. Tu veux finir? Non, mais on est un peu parti dans tous les sens. Non, c'est bon, mais c'est ce qu'on aime. On n'est pas parti. Oui. Non, mais on transmet des choses que peu de gens ont vues. On a vu des choses dans notre vie que peu de gens ont vu. Oui, et puis s'ils veulent 5 conseils sur le truc, ils trouveront sur YouTube. Voilà, si vous voulez, bien joué. Si vous voulez 5 conseils, si vous voulez 5 conseils pour débuter en tant qu'entrepreneur, 5 qualités qui fait que vous allez devenir riche. Voilà, nous on vous parle de la vraie vie. Si vous voulez des trucs, des scripts faits par ChatGPT, allez voir les autres. Okay. Là on vous parle du terrain, ça transpire le terrain et on peut pas mentir, ok? Qu'est-ce qu'elle dit? Non, Nino, que le petit veut commander un jus. Alors, tac. 2 secondes. Suite. Elle a dit quoi, là, Nounou? qu'il veut commander encore un jus, s'il peut commander un jus. Okay. Parce qu'il en a tellement pris aujourd'hui. Ensuite, galère et doute. Est-ce que tu as eu des doutes sur le chemin? Pas trop de doutes en fait, parce que vu que je suis passée à l'action, je suis pas resté beaucoup de temps quand j'ai quitté mon travail en fait à réfléchir, à ruminer. En fait, j'ai de suite fait quelque chose et ça m'a de suite excité le projet. J'étais plein de vitalité. En fait, ça m'a revigoré ce projet. J'étais vraiment très enthousiaste. Ouais, mais à un moment donné, t'as passé un cap. Des doutes plus tard dans d'autres projets plus grands. Non, mais t'étais dans une autre rat race. Au bout d'un moment. Oui. Oui, alors là, le problème que j'avais, moi, c'est que... tu gagnais beaucoup d'argent. Alors, je gagnais beaucoup d'argent, mais j'étais indispensable et je ne pouvais pas me dupliquer parce que personne faisait le travail comme moi. Parce que j'ai commencé à vouloir engager des gens pour faire à ma place, donc j'ai fait. Mais le problème, c'est que c'était pas aussi qualitatif que ce que moi je faisais. Les gens, ils me voulaient moi, ils voulaient mes services à moi, ils voulaient que je m'occupe moi des choses. Sauf qu'à un moment donné, j'avais trop de clients. Puis en plus, le truc, c'est que toi, tu faisais briller tes clients dans le sens où avoir une assistante qui a ton charisme et ta dégaine. Oui, mais je le sais. C'est-à-dire que
la plupart des assistantes, c'est des petites grosses avec les cheveux courts. Faut pas dire ça normalement. Non, mais je veux dire, c'est voilà, là t'arrives, tu dis ça, c'est mon assistante. T'as le rendez-vous, le mec il se met bien. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais faut c'est pas vrai. dire ça non plus, hein. Putain, mais il faut se censurer, on est en 2024. Mais ça se voit que tu suis pas ma chaîne. Alors je peux vous dire qu'elle suit pas du tout mon travail. Oui, mais moi j'ai toi dans les coulisses, donc j'ai Non, mais YouTube, voilà. enfin j'ai Ouais, t'es le même dans la vraie vie. Ouais, donc, mais du coup, et c'est ça les clients aussi. Donc du coup, tu pouvais pas te dupliquer parce que le mec, s'il te fait appeler la façon dont tu parles, non, etc. mais quand j'ai commencé à déléguer, il y avait que des dingueries qui m'arrivaient. Du coup, en fait, j'étais stressée parce que je maîtrisais plus ce qui se passait. Et vu que c'est des gens il fallait que les choses soient aux petits oignons, c'est normal, c'est un travail bien fait, etc. J'ai commencé à prendre 2 filles. Oh là, les catastrophes. Du coup, les gens, ils comprenaient pas ce qui se passait, etc. Donc en fait, je me suis déjà le problème, c'est que je ne peux pas me dupliquer. Ouais, puis les filles, elles s'en branlent aussi. En fait, Oui. c'est pas leur business, elles s'en battent les couilles. Et même si quoi. tu les payais bien, elles avaient pas construit le truc, construit la relation de confiance. Ouais. Donc en fait, elles prenaient ça comme un travail banal, alors que moi, j'avais vraiment mis c'est mon le âme luxe. dedans. Le luxe, les gars, c'est différent. Il y en a beaucoup qui veulent attaquer, mais c'est un monde vraiment Mais il faut différent. si t'es prêt, je pense que tu peux faire ça une petite partie de ta vie, mais pas toute ta vie. Il Sinon faut être parfait. tu ne peux pas après construire une vie de famille et tout, parce que tu as une disponibilité de tous les instants. Donc oui, tu peux faire ça une petite partie de ta vie, mais toute ta vie, si tu veux construire quelque chose, c'est pas possible. Et moi, le problème, ce que j'avais, c'est que j'avais aussi compris que les businessmen, ils se dupliquaient ou ils scalaient, etc. Et moi, justement, je ne pouvais pas du tout faire ça. Je ne pouvais pas scaler ma propre personnalité, je pouvais pas me cloner. Et là, je voyais que j'arrivais à un stade où, en fait, je pouvais que travailler plus. Et à un moment donné, il n'y avait pas assez d'heures dans une journée, mais je ne pouvais pas faire plus. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un plafond où même si je pouvais faire 100 euros de l'heure, à un moment donné, je n'aurais pas pu faire plus de 100 euros de l'heure de toute façon. Et moi, je ne pouvais pas me dupliquer. Donc, je suis arrivée en fait à la limite de ce que je pouvais apporter dans mon T'as business pris la pression. sans automatisation, etc. T'as pris la pression. Au bout d'un moment, après voilà, Ouais. tu Oui, t'es débordé, quoi. Oui, là, j'étais débordée parce que, en fait, chaque personne voulait que je sois aussi que pour elle. Tu Ouais. vois, donc soit du coup il fallait me payer tout ce que les autres faisaient en une personne et avoir une genre d'exclusivité, mais ça me convenait pas non plus d'être pas libre. Des gens qui voulaient te payer, te surpayer, genre Oui, vraiment. oui, même partir aux États-Unis Voilà. avec, etc. Mais après, je me suis dit, là, ça me plaisait plus parce que là, je me sentais plus entrepreneur, je me sentais vraiment au service de quelqu'un. Et le côté libre que je cherchais dans l'entrepreneuriat, là, j'étais en train de me faire manger sinon. Quoi. Ouais, En fait, les gens voulaient me posséder, entre Puis là, guillemets. t'as quoi. affaire à des gens. Oui, si tu te laisses faire, c'est fini. Non, même il me disait voilà, je te paye ce que tu veux. Voilà, je te paye ce que tu veux, tu viens. Voilà, c'était ça le truc. Mais en fait, ça n'avait pas de prix parce que ça ne correspondait pas à la vie que je voulais. Je voulais pas. Ouais, j'ai une question qui est intéressante et en oui, tant que vas-y alors, je en t'en tant prie. que femme, en tant que femme, parce que pourquoi tu t'es pas genre mariée avec un client ou quoi? Déjà, ils Parce étaient que tous mariés. Oui, mais bon, t'as eu des Non, opportunités. Oui, j'ai des opportunités. mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que tu te dis, je change de vie de demain. Pourquoi tu t'es pas dit, je me marie avec un mec, alors, un mec qui a énormément d'argent? Ouais. Je trouve que je me permets de poser ces questions, les gars, parce que je trouve que c'est des sujets intéressants et je sais à qui j'ai affaire, je sais qui j'ai en face de moi et je sais qu'elle a eu de véritables opportunités d'aller beaucoup plus vite dans la vie, sans faire la pute, hein, on va dire ce qui est, mais plus qu'un mec qui tombe amoureux de toi et tout. Pourquoi t'as pas enquillé là-dedans? Alors figure-toi que c'est quelque chose d'assez particulier parce qu'on m'a toujours posé la question, mais ça ne m'est jamais déjà traversé l'esprit que j'allais rencontrer quelqu'un qui allait me régler mes problèmes comme ça du jour au lendemain et qui allait en gros me dire bon ben voilà, ça m'a jamais traversé l'esprit. Alors je sais qu'il y a des nanas, c'est leur plan de vie, hein, leur carrière, elles cherchent quelqu'un pour de suite les faire sortir de statut social, mais pour moi il fallait que j'arrive par moi-même faire quelque chose et ça ne m'est jamais venu à l'esprit et j'ai eu effectivement des opportunités, notamment souvent c'est les fils de ces gens chez qui je m'occupais, ils venaient en vacances, ils me voyaient, après ils m'envoyaient des messages et tout pour un petit peu voilà, essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire, mais c'est vrai que cette façon de faire, je sais pas, ça ne me séduisait pas, c'était pas du tout dans mon champ de vision de fonctionner ainsi, et c'est même pas pour dire oui j'ai des valeurs, c'est juste que ça ne m'a pas traversé l'esprit, et je comprends celles qui le font, il y a aucun problème, mais ça ne m'a pas traversé l'esprit parce qu'en fait moi j'étais focus sur être entrepreneur, je voulais pas en fait sauter cette case et de suite être rangé dans la maison, dans le jardin, et en fait je voulais pas vraiment ça, je voulais vivre l'aventure en fait aussi. Là j'avais pas envie de dire bon attends, le gars il me dit allez je dégage la vieille, tu viens à sa place. Non, j'avais pas envie d'être là dans la chaise. On appelle ça au bout. Carreau. Non, c'est pas cette place que je voulais vivre l'aventure de l'entrepreneuriat, puis je voulais tomber amoureuse, etc. Enfin, j'aurais pu tomber amoureuse directement d'un riche, c'est pas le problème, mais ça n'est pas... ça n'est pas arrivé comme ça, et surtout je n'y pensais pas. Moi j'étais focus sur créer mon business, etc. Et
Non, j'ai jamais pris un homme comme une solution de business. Nous, notre façon qu'on a de fonctionner, je l'avais pas imaginé que ça fonctionnerait ainsi et je l'avais pas prévu. Donc maintenant, je dis ça comme ça, mais maintenant c'est un peu ce que je vis, sauf que j'ai des capacités en plus, je veux dire, je ne suis pas que ta femme, mais maintenant, c'est vrai que je pourrais dire, j'ai un peu ce genre de vie, mais vu que j'ai passé tout un cap avant d'entrepreneuriat, etc., ça me dérange moins de le vivre maintenant. Voilà. Et puis, je pourrais aujourd'hui plus me lever le matin et voilà, on a les moyens de faire ça, mais c'est un jeu aussi le business. Même quand on a de l'argent, on continue de le faire. Là, on pourrait arrêter le business, mais c'est un jeu. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. Tu vois, on aurait pu s'arrêter 100 fois, mais pourquoi on part toujours dans de nouveaux projets? Parce que c'est amusant. De ouf. C'est une aventure, quoi. Et parce que le milliard, il va pas se faire tout seul. Tom Sawyer, il veut devenir milliardaire. Oui, mais quand t'as un, est-ce que tu veux deux? Bah oui, mais c'est juste pour s'amuser. C'est pas que t'en as besoin, tu vois. Cette question, on me la pose souvent, mais je réponds pas. Les mecs, ils peuvent pas comprendre. Quand il y en a qui me disent, oui, mais pourquoi tu fais encore l'entrepreneuriat? Pourquoi tu fais... Et vous pouvez pas comprendre. En fait, c'est comme CR7, pourquoi il continue de faire du foot? Bah parce qu'en fait, c'est sa passion. C'est parce qu'en fait, c'est le fait d'évoluer qui rend heureux un être humain. Exactement. D'être en évolution. Donc quand t'as fait ça, c'est le stade dessus. Ok. On se serait arrêté il y a bien longtemps sinon. Comment est-ce que tu vois maintenant, donc du coup t'as arrêté ça, je pense qu'on fera une partie 2. On va faire une partie 2 parce que là c'est trop, là ça fait plus d'une heure. Juste dans la partie 2 on parlera du e-commerce. On parlera du e-commerce, partie 2. Voilà, donc il faut savoir que le e-commerce, c'est ma femme qui a commencé à faire du e-commerce parce que je voulais en fait moi j'avais un autre business à côté. Bon, on se fait une partie 2, on reste là-dessus. Tiens-moi le micro 2 secondes, dis-leur un dernier truc, je vais noter où on en est. Donc... Oui, on fera la deuxième partie. Bon, j'ai commencé à faire du e-commerce, t'en faisais, t'as arrêté, t'en faisais. De quoi? Non, tu dis j'ai commencé à faire du e-commerce, mais tu m'as appris à faire du e-commerce parce que t'avais fait du e-commerce. Oui, mais c'est... Oui, bon, d'accord, mais c'est toi qui l'as fait. Oui, parce alors que... on vous tease un peu, elle a fait du e-commerce parce que elle voulait monter un business quand on a eu notre première... Enfin bref, quand on était ensemble, quand on était notre premier enfant... Qu'on était enceinte. Ouais, qu'elle a su qu'on était ensemble... Bref, qu'on allait être ensemble, machin. Et du coup, elle voulait monter une boutique de vêtements ou un truc à la con comme ça où il fallait avoir des horaires, manager des gens qui... Voilà, bref, manager des pisseuses et tout. Les mini-chefs, je voulais être la mini-chef. Tu voulais être une mini-chef. Je me suis dit, vas-y, il va pas faire ça. Je savais qu'il fallait qu'elle ait le cerveau occupé. Parce que moi, la condition sine qua non, la condition c'était que si elle se met avec moi, elle travaille plus. Parce que sinon, je veux pas d'enfant avec une femme qui travaille. Pourquoi? Parce que dans mon enfance, j'ai vu ma mère. J'étais tout le temps tout seul. Donc, si j'avais des enfants, c'était hors de question de reproduire le même schéma. Donc voilà, on va traiter ça dans la partie 2, ok? On va traiter ça dans la partie 2. Pour toutes les personnes qui souhaitent savoir comment j'ai réussi à monter mon premier business en ligne, je vous mets une formation de 6 jours offerte, qui vous explique comment j'en suis arrivé là et par quel chemin je suis passé et qu'est-ce qui a fait quel a été mon meilleur business, on va dire le meilleur business de ma vie. J'explique tout ça dans cette formation offerte. Et pour ceux qui souhaitent se former avec nous, je vous mets dans la description Fast Money Dropshipping et Sky Priority. Allez voir ça dans la description, tout est indiqué sur les pages d'information. Donc partie 2 les gars, ok, on fera la partie 2, ça c'était la partie 1. Rendez-vous dans la partie 2, on va expliquer la suite de cette histoire et on pourrait je pense faire un audio de 12 heures, mais bon, on va faire une partie, hein. Avec des anecdotes qui vous feraient rigoler, kiffer. On a vu des trucs de fou, on part du monde ouvrier, là on vous l'a décrit, mais on est passé dans un tout autre monde et on vient pas juste d'y passer, on y est depuis maintenant plusieurs années. Donc on a vu plein de choses que vous n'aurez pas l'occasion d'entendre, voilà, des histoires marrantes, des histoires, voilà, bref. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un like et laissez-nous en commentaire si vous avez des questions pour la partie 2. Allez, merci de nous avoir suivis, ciao ciao. Bye bye les gars, à bientôt. Il y a des filles aussi. Et mesdemoiselles, pardon. Mesdemoiselles, messieurs. Mesdemoiselles, messieurs, fais attention. Et t'as oublié ceux qui sont entre deux. Les pamans. Les pamans. Les mapas, les pamans. Ah, désolé si vous êtes un cactus ou si vous considérez comme un canapé au lieu d'une femme ou un homme. Nous sommes vraiment désolés de vous avoir oublié, mais je peux pas citer tous les objets de la Terre. Si le mec se prend pour un tam-tam au lieu d'être un garçon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je peux pas tout trouver. En tout cas, tout le monde est le bienvenu comme à McDonald's. Venez comme vous êtes.
Mais bon, si t'as une paire de burnes entre les jambes, c'est que t'es un garçon. Ouais, j'y peux rien, moi. Voilà. Non, je plaisante. Je suis parti de la vidéo. Je suis parti de la vidéo. Ouais. Ok. Bon, allez. Ciao les mecs. Ciao les filles. Bye bye.